Actualité. On n'a pas de nouvelles de layoffs aujourd'hui, surprenamment. Là. Critique. Si c'est un 91, là, god damn, this game's gonna be glorious. Rumeur. Tu gardes en tête que ça veut pas dire à 100% que c'est legit. Là. Discussion. Puis si la successeur de la Switch n'a pas du backwards compatibility, yo, ça va faire mal. Réaction. C'est pire que Skull Island Rise of Kong. That is crazy. La VIICTIIMINUTE avec Victim. Mesdames et messieurs, bienvenue à la VIICTIIMINUTE du mardi 9 avril 2024 où est-ce qu'on jase de l'actualité dans le monde du jeu vidéo et du divertissement. Aujourd'hui, en manchette, on parle des jeux à 70$. Est-ce que c'est rentable à long terme pour l'industrie? Oups, je suis dans le mauvais tab. There you go. De la bande-annonce pour Star Wars Outlaws qui sort ce midi et aussi sa date de sortie. De la série Fallout qui change de date à la dernière minute et qui sera disponible à l'avance. Mais commençons avec un hommage à des soldats défunts. Let me turn the music down and put this shit pour un one last homage à la Wii U et 3DS. Donc, suite là à la fermeture des eShops, ben, vous pouvez mettre des salutes in chat là pour la Wii U et la 3DS. Fait que suite à la fermeture des eShops en 2023, c'est au tour des serveurs en ligne de la Wii U et 3DS de fermer. Fait que là, pour débuter la VIICTIIMINUTE d'aujourd'hui, on va rendre un hommage à ces consoles qui, sans eux, ne feraient pas en sorte là, que la Switch connaisse autant de succès. C'est grâce au failure de la Wii U et du succès de la 3DS qu'on a une console aussi nice que la Nintendo Switch, à mon avis. Fait comme vous pouvez voir, hier à 19h, heure du Québec, ça c'est un peu après l'éclipse, là, les online servers pour la Wii U et la 3DS ont officiellement closed down. J'ai un petit clip justement qui montre quelqu'un qui est sur Rainbow Road à Mario Kart 7 et que la coupure est effectuée. Alors, regardez ça, c'est quasiment poétique là. Rainbow Road, one last race. Et là, all of a sudden, no more. A communication error has occurred. Le gars, il laisse genre sa 3DS comme si genre c'était la fin du monde. End of an era indeed. Là, j'étais en mode, peut-être il a juste déplugué son Wi-Fi puis genre ça marche plus. Mais non, si on regarde plus loin dans le thread, là, c'était bel et bien en date d'hier, le lundi. Je sais pas c'est quoi GP7, ça je pense c'est comme un hack or something, right Nico? Fait que, yeah! Console là! Qui ont shape la suite des choses pour Nintendo. C'est un mod, oui, c'est ça que je pensais. Comme vous pouvez voir, là, Wii U, c'était un flop pour Nintendo. Là. Pour ceux qui ne le savaient pas, là, Wii U, là, c'est la home console qui s'est le moins vendue dans l'histoire de Nintendo. Tu regardes la NES, là, 61 million, SNES 49, Nintendo 64, 32, GameCube 21 millions, Wii 101 millions, puis c'est ça. Nintendo a mangé la claque là, potentiellement du siècle, à part genre, je pense à d'autres failures colossales, mais le seul qui me vient en tête c'est genre la Dreamcast. Mais en même temps, Sega est toujours impliqué. Mais ils sont plus un hardware manufacturer. Là. Mais bref, de la Wii à la Wii U, là, goddamn, tu passes de 101 millions d'unités vendues à 13,56 là. Ouh là là. Ouais, mais la Ouya, ça compte pas. C'était pas une compagnie qui était déjà établie. Là. Ils ont juste fait, hey, on a une console, puis ça soque. Fait que.
Donc, c'est ça. En partie à cause du marketing, right? Je me souviens que back in the day, beaucoup de monde se posait des questions à savoir est-ce que c'est une nouvelle console? Est-ce que c'est juste un accessoire pour la Wii, right? Vu que ça partage le même nom, fait que c'est un peu mélangeant. On dirait que Nintendo a essayé de copier un peu ce que PlayStation faisait avec la nomenclature, c'est-à-dire PlayStation c'est PS1, PS2, PS3. Tu sais, comme tu le sais que quand le chiffre change, c'est la prochaine génération, right? Puis là, ils ont rajouté un U à la Wii, puis ça a un peu foiré, mais quand même, malgré tout ça, le attach rate pour ceux qui ont acheté, là, qui ont adhéré à l'écosystème de la Wii U, j'ai vu, c'était vraiment avec le U Soldier Boy, mais quand même 103,6 millions, fait que c'est environ là, comme 9 jeux par système. T'sais, si tu compares à la Switch, c'est pas mal semblable aussi. Là. Mais tu sais, comme la Switch, c'est pas comparable. C'est rendu à 139 millions d'unités vendues. Ça a dépassé la Wii. Là. Comme, c'est crazy. Fait que, yeah. Pas la console qui s'est le plus vendue dans l'histoire de Nintendo, mais quand même, some great games qui sont sortis de cette plateforme-là et qui sont aussi a été ressortis sur Switch, right? On critique beaucoup la Switch de ports, beaucoup de jeux de Wii U, mais c'est parce que ces jeux-là se sont pas vendus sur la Wii U. Fait qu'on va leur donner une deuxième vie sur la Switch, right? Parce que l'install base est présent. Fait que ça, on regarde les top sellers pour la Wii U. Là, of course, Mario Kart 8 au sommet du palmarès, j'aurais plutôt dire. On a Mario 3D World à ses côtés. New Super Mario Bros. U. Fait que les trois là, premiers jeux, les trois meilleurs vendeurs de Wii U, c'est des jeux que tu peux acheter sur Switch. Smash Brothers for Wii U, Nintendo Land, Splatoon, Mario Maker, New Super Luigi U, Legend of Zelda Wind Waker HD. Tu sais, quand ton genre top 10 là, est composé de jeux qui ont juste vendu 2,3 millions de copies, là, ça te donne un indicatif que your console was not that hot, right? Et Mario Party 10, je sais pas en quoi que ça rank dans comme la tier list de Mario Party et Mario Party 10. J'ai un peu décroché après genre Mario Party 5 de mon côté. Mais quand même, se retrouve dans le top 10. Fait que moi j'ai encore ma Wii U de Wind Waker Edition là, avec mon gamepad avec les petits symboles de Zelda. Là. C'est une pièce de collection pour moi. Mais même ça, c'est habituellement les systèmes de Nintendo, j'ai toujours été Day One. N64 me semble que c'était Day One. GameCube, définitivement Day One. Oui, j'étais au Midnight Release au Walmart à Mascouche, man. Puis Wii U, par exemple, ça a pris du temps. Puis c'est une des premières consoles que j'ai acheté avec mon cash money aussi. Mais j'ai attendu au bundle de Wind Waker HD pour acheter une Wii U, là, tu sais. Du côté de la 3DS maintenant, là, si on compare, mettons, versus la Nintendo DS, là. Fait que Nintendo DS, c'est la plateforme qui a le plus vendu pour Nintendo historiquement, là. Fait que 154 millions d'unités vendues. Là, il y a beaucoup de monde qui spécule que potentiellement, là, la Switch pourrait dépasser, mais ça va être un peu difficile considérant que Next Gen starts en 2025. À moins que la Switch 2 ou whatever que son nom va être va faire partie de la famille de Nintendo Switch, puis ils vont compter ça dans les ventes. Ça serait un nice loophole là, pour battre le record de la PlayStation 2 et aussi le record de console pour Nintendo. Là. Fait que 154 millions d'unités. 3DS de son côté a vendu environ la moitié, là, 75,9 millions d'unités. Mais aussi, tu sais, je pense pas qu'il y avait une raison particulière, là, comme mettons avec la Wii U au niveau du marketing ou whatever. Je pense que juste quand la 3DS est sortie, on commençait à voir davantage l'implémentation de handheld gaming sur ton téléphone intelligent. Fait que le besoin était moins présent que quand la Nintendo DS est sortie. Le DS est sorti en quoi? 2005? Puis 3DS 2012? Announce March 2010? 2011 que c'est sorti. Non, actually, ok, 3DS XL c'est en 2012.
Mais Nintendo 3DS normal, c'était en 2011. J'étais proche. Puis, obviously, la big gimmick avec la 3DS, c'était le 3D slider. Qui, let's be real, ok? Let's be real, 5 seconds. Potentiellement, là, la pire gimmick que Nintendo a jamais amené avec une de ses consoles. I fucking said it! Je dois avoir utilisé le 3D slider un total de genre 10 fois. Dans les 7 ans, whatever, que j'ai eu une 3DS. Ou que j'ai joué à la 3DS. Parce que j'ai encore ma 3DS. Right? Ça avec c'est une autre pièce de collection qui vaut pas grand chose, mais I do find it cool. Majora's Mask New Nintendo 3DS XL. Avec mes consoles là, de Zelda édition limitée, je les garde, les amis. But yeah, c'est tellement useless le chat que ils ont sorti une 3DS sans 3D feature à la Nintendo 2DS, right? Fait que on s'entend que ça n'a pas été super. Ça n'a pas été l'élément qui a le plus vendu la plateforme. Ça a été, of course, les jeux. Parce que tu regardes les jeux sur 3DS, là. God damn, there were some bangers. Bangers! Je prends le temps de regarder le chat, là, je parle depuis tantôt. Pour les propriétaires de Wii U comme moi, ça a vraiment été dur. Toutes les ports qui sont sortis sur Switch quand tu les avais déjà, comme Mario Kart 8, ça faisait chier de devoir racheter. Oui, d'autant plus que les jeux sur Nintendo Platforms ne tombent jamais en rabais ou c'est des rabais minimes, là, genre 10$ pendant le Black Friday. Le OS de la Wii U puis les menus c'était wild aussi avec Miiverse. Il y en avait fumé du bon. Yeah, pour vrai là. C'était pas hot. Le user interface, là, not that nice. La seule chose word de la Wii U, c'était les remaster HD de Zelda. True. Nothing but facts in my chat right now. Breath of the Wild aussi. Mon avis est que Breath of the Wild est overrated. Le jeu est trop vide. Ok, par exemple, j'ai dit nothing but facts. Là, on commence à avoir du delusion in chat. Là, faut se calmer. Là. Hey, le monde qui dit que Breath of the Wild est overrated. C'est quoi, next, tu vas dire Ocarina of Time aussi? Nick Sabourin? 1, 2, 3, 2? Come on now. Ouais, mais il y avait combien de jeux qui supportaient ça bien aussi? Pour la 3DS, juste les jeux de Nintendo. Vraiment pareil pour moi, useless feature. Genre les jeux officiels de Nintendo et that's it. En même temps, ça faisait combien de temps qu'il n'y avait pas eu un Zelda? Le dernier avant était Skyward Sword, qui était pas vers jeu. Moi, je l'ai utilisé un peu pour Mario 3D Land. Autrement, il était toujours all the way down. Et Hyrule Warrior, je compte pas. Moi, j'ai aimé ça ma Wii U back then, sauf Star Fox Zero. Fuck Star Fox Zero. Yeah, that was not a good game. Prochaine affaire, ça va dire que Tears of the Kingdom, c'est un DLC. Ben, c'est ça, Chris, man. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que ça, on regarde là, les top sellers pour 3DS. Fait que Mario Kart 7. Même, je pensais pas que c'était Mario Kart 7 le meilleur vendeur sur 3DS. J'étais. Ben, tu sais, c'est sûr que si tu combines tous les jeux de Pokémon, of course, Pokémon c'est plus vendeur, mais j'aurais pensé que ça aurait été une génération de Pokémon de top seller. Mais tu sais, si tu regardes le top 5, là, 2, 3 et 4, c'est des jeux de Pokémon, puis même plus loin, je pense qu'il y en a d'autres. Ben oui, c'est ça. Ultra Sun puis Ultra Moon, là. 9e. Fait que, yeah, Mario Kart 7 avec presque 19 millions de copies vendues. Pokémon X and Y avec 16 millions. Pokémon Sun and Moon avec 16 millions aussi. Omega Ruby Alpha Sapphire 14,6 millions. New Super Mario Bros. 2 13 millions. Beaucoup de monde n'ont pas aimé celui-là. Là, voyons. Pas la trend, mais le concept de New Super Mario Bros. Est un peu. Il y a de la fatigue qui s'est installée, rendu là. Animal Crossing New Leaf, 13,05 millions. Tu vois là à quel point, man. Sur 3DS versus Switch, là. Animal Crossing a pop-off sur Switch, là. God damn. Super Mario 3D Land, 12,8 millions. Smash for 3DS. Pour vrai, that was crazy. Smash sur 3DS, là. God damn. C'était great.
Great adaptation du jeu pour 3DS. Quoique je pense pas que c'était nécessaire, mais c'est quand même cool de pouvoir jouer à Smash on the go. Maintenant, tu peux jouer à Smash on the go avec ta Switch. Et Tomodachi Live avec 6,7 millions de copies, là. Ouais, pour vrai. Mais je trouve ça quand même cool, là. J'ai quand même joué pas mal à Smash sur 3DS. C'est quoi les jeux de 3DS que j'ai encore pour le fun? J'en ai encore. Juste regarder mes jeux de Zelda. Hey, tabarnak. Tout en train de briser. J'ai juste gardé mes jeux de Zelda. Parce que your boy is a Zelda nerd. Fait qu'on a probablement le worst one of the bunch, Triforce Heroes. Ok? C'était horrible. Majora's Mask 3D. Whoops. Ocarina of Time 3D. Hey, A Link Between Worlds, man. Link Between Worlds. That's a good ass Zelda game. Et pour la Wii U. Fait que j'ai vendu pas mal mes jeux de Wii U. Fait que j'en ai 2 physiques. On a Twilight Princess HD. Et this piece of shit. Zombie U. Woo! What about Phantom Hourglass et Spirit Tracks? Tu pensais-tu que je les avais pas? And a 1, and a 2, et Tossin Metroid Prime Hunters aussi, qui m'a coûté fucking genre 60 pièces. Hey. Keeping all my physical Zelda games, man. Pis tu veux-tu un autre? Hey, j'ai même Nintendo Selects Twilight Princess. Motherfuckers, j'ai 2 fois Twilight Princess, cause I am a fucking nerd, ok? J'en ai des jeux physiques, mais j'y joue pas, parce que c'est des old ass games. Est-ce que Max est riche? Dude, c'est des jeux de 10 ans, là. J'ai juste gardé. J'ai pas encore joué à Link Between Worlds, des comment? Man, c'est probablement un de mes préférés 2D Zeldas. No cap. For real, for real. C'est pas un launch game. Hunter, me semble. Il y avait la démo qui venait, Nashi, avec la DS. Avec la clamshell DS, là, je me souviens, la launch DS. Puis Hunter est sorti comme quelques mois après, là. Puis je me souviens, je sais... Je pense que j'ai revendu ma copie originale, fait que c'est pas celle-là. Parce que comme j'ai dit, j'ai dû payer genre 60$ pour celle-là. Mais je sais que je l'avais précommandé au EB Games à Mascouche. Puis j'ai demandé à mon père d'aller le chercher pour que quand je revienne de l'école, je l'aille. Puis il m'a dit, j'ai dû négocier avec le gars du EB Games pour qu'il me laisse la dernière copie parce qu'elle était pas à ton nom. Sure, Dad. Sure. Making shit up over here. Pour faire plaisir à ton garçon. Fait que là, j'ai une petite liste de IGN qui compile the best 3DS and Wii U games. Puis là, ça a été fait au moment où est-ce que le eShop fermait. Fait que faisons une petite rétrospective là, des meilleurs jeux pour les deux plateformes pour rendre un tribute, rendre un hommage. Dr. Luigi sur Wii U. Je sais pas s'il y en a qui ont joué à Dr. Luigi. J'ai l'impression que c'est genre un knock-off de Dr. Mario, right? Avec Luigi. Oh my... Tu sais comme... What were we doing, Nintendo, with this? Le gamepad à la verticale? Est-ce que sur Télétoon, il y avait la promo, c'était insane, ouais? Fire Emblem Fates. Ça, c'est lequel? Ah, ça, c'est 3DS. Fire Emblem Fates Revelation. Il y a eu beaucoup de... Y en a-tu eu beaucoup de Fire Emblem sur 3DS? J'ai l'impression que oui. Mais tu sais, dans ma tête, il y en a genre eu 5, puis en réalité, il y en a eu quoi, 3? 4? C'est ça. C'est pas tant. Mais pour une génération de consoles, ça en fait quand même, là.
Virtual Console, DS, Wii, TurboGrafx 16, Game Gear, DSi, yeah. Ça, c'était quand même cool d'avoir accès aux jeux de DS là, sur la Wii U. Fait comme un gros back catalog là, de retro titles. Pushmo sur 3DS, j'ai jamais joué, mais je sais que ça c'était un des great 3DS eShop games là. Me semble que genre à Reviews on the Run il en parlait là, puis il était très hot on it, ou c'était IGN là. Something like that. Ouais, c'est ça, Phil. Il a fait hey, je suis dans la police. Dylan's Rolling Western. C'est un Tower Defense game. Ça me dit quelque chose. Never played though. Legend of Zelda Twilight Princess HD. Yeah, yeah. Pas les shit graphics de Wii normal. Ça c'est quand même cool d'avoir la minimap sur le gamepad. Je crois que quand j'ai joué, j'utilisais une Pro Controller, fait que no need for that map. All mainline Pokémon games, j'ai vu Gentleman qui disait que c'était le 3DS, c'était les les derniers bons jeux de Pokémon, arguably. En tout cas, beaucoup moins controversés à ce moment-là, à leur sortie, right? Parce que c'était des portable games. Fait qu'il y avait un peu plus de compréhension en ce qui concernait les spécificités techniques. Là, t'arrives sur ce fucking Pokémon Scarlet and Violet, t'es comme Jesus Christ, qu'est-ce qui est arrivé là? Ben, c'est ça. Game Freak n'a pas les meilleures ressources du monde, right? Professor Layton versus Phoenix Wright Ace Attorney. Like a crossover that you wouldn't expect on the 3DS. Man, j'ai eu la Phoenix Wright Collection plutôt cette année, j'ai même pas boudé. Xenoblade Chronicles X. Là, ça c'est lequel ça? Ça c'est avec les robots, là, les big ass robots? Quand même, pour un Wii U game, là, c'était quand même pas pire visuellement, là. On dirait Armored Core. Persona Q Shadow of the Labyrinth. Oui, I am 17 years and older. What the fuck? Il y avait un mobile, pas un mobile, un portable Persona game. Chibi style. Il y avait Persona Q2 as well. C'est tout? Ok, mais ça, c'est les jeux downloadables là, qui sont juste sur le eShop. C'est pas. C'est pas comme physical aussi, là, parce qu'il en manque. Là. Genre, on a vu quelques-uns tantôt. Là. Genre. Mario 3D Land. Il doit y avoir une liste en quelque part. Là. Scott's Stash Wii U games on Nintendo 3DS. So before you need to buy before the. Moi je veux tous les jeux là. The best Nintendo Wii U and 3DS games to buy. The metro.co.uk. Let's see that list. Affordable Space Adventures, Drill Dozer. Ok, c'est d'autres eShop games là. Mario Kart DS. Metro Prime Trilogy. Wait, Metro Prime Trilogy était sur la Wii U? Star Fox Zero plus Star Fox Guard? C'est quoi ce Star Fox Guard? Mario Galaxy 1 and 2. C'est ça, c'est tous des jeux à downloader sur le eShop là. C'est pas une bonne liste. Oui, VC, ouais. Moi je veux comme les greatest games là. J'ai la version Wii de Trilogy, mais je pense qu'il y a une autre version Wii U. Hey, merci Gentleman pour ton 58 month 3 sub. Ah, qu'il n'y a pas une version Wii U. Non, c'est ça, c'est la version comme Nico a dit, là, Wii Virtual Console. Hey, puis le eShop là, de la Wii U. Can we talk about it? Man,
si vous pensiez là que le eShop de la Switch est à chier, ben là vous pouvez plus le boot up parce qu'il est fermé là. Il est plus accessible. Mais yo, that shit was bad. Ça c'était laid. Ok, there you go. Ça a l'air d'être une bonne liste. Sonic Lost World, Splatoon. Chris, c'est quoi Star Fox Guard? J'ai jamais entendu parler de ce jeu-là. A 3D Tower Defense game. Jamais entendu parler de ce jeu-là. Au moins, il y avait de la musique. Ça ne jamais ça là du Wii Shop Channel. Pip, 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 pip. Devil's Third, man. Ça, c'est qui déjà qui a fait ce jeu-là? Team Ninja? Ça, c'était random. Retro gaming made cheap. Yeah, t'avais a lot of shit on the Wii U, là. Ogre Battle 64, Sin and Punishment. Ok, ça, c'est tous les jeux rétro. Star Fox Command, Super Mario 64, DS. New Play Control, Donkey Kong Jungle Beat. Mais ça, c'est... Ouais. Ça, c'est là qu'ils ont fait pour la Wii, là. Où tu pouvais utiliser j'allais dire les Joy-Con. Le Wii Remote et le Nunchuck. Mais ça joue avec le bongo. Je me rappelle, j'ai joué à la version GameCube. J'ai encore mes DK bongos là, quelque part dans mon appart. Pikmin et Pikmin 2, c'est rendu sur Switch. Donkey Country Returns. Mario Galaxy 2. Whirlwind Shake It, c'est un Wii. C'est tout des VC. Hey, Metroid Prime. Non, Metroid Other M. Excusez, c'est pas Prime, c'est une insulte, ça doit considérer un Metroid Prime, mais fuck that game, ok? I said it là. Fuck Metroid Other M. Horrible game. Une insulte à Samus Aran. Zack and Wiki là. Jamais joué à ça, mais j'ai entendu que des commentaires positifs par rapport à cette franchise là qui n'a pas refait surface depuis comme le Wii Generation, right? Donc bref, we salute you. Wii U and 3DS. Sans vous, on n'aurait pas la Nintendo Switch et l'éventuel successeur de la Nintendo Switch. Fait que merci d'avoir offert ce que vous avez à faire pour le bien-être de Nintendo. Sur ce, let's move on to our next topic pour le show de ce matin. Est-ce que les jeux à 70 balles sont rentables à long terme pour l'industrie du jeu vidéo? Ce n'est pas ce que le PDG de Saber Interactive, Matthew Karch, pense. Il pense plutôt que ça va être des jeux à plus faible coût qui vont dicter le futur de l'industrie. Et on voit un peu en ce moment là, avec des jeux comme Helldivers 2, comme Palworld, qui justement connaissent plus de succès que des jeux à plein prix, right? Puis eux ils coûtent genre quoi, 30, 40 piastres. Puis là on s'entend qu'une des affaires qui revient souvent, là, puis j'en parlais hier, je me rappelle plus pourquoi j'en parlais, mais c'était sûrement en lien avec les news qu'on couvrait. Là. Ça, c'est le parfait exemple là, de moi qui dis des affaires 24 heures à l'avance et qui s'en souvient déjà plus. Il y a tellement de shit que je dis en stream que des fois ça sort puis I forget about it. Là. Mais hier on parlait de tout ce qui est la notion des budgets de jeux vidéo qui coûtent encore. Ben c'est ça, c'est que les studios voient toujours plus grand puis sont toujours focusés sur l'expansion, growth, une augmentation en ce qui concerne les chiffres d'affaires. Puis quand que t'as des jeux à gros budget qui sont des gros risques financiers puis qui ne livrent pas la marchandise, ben ça backfire pour les studios puis ça fait en sorte qu'il y a des coupures au sein des employés. C'est eux les principaux les victimes principales quand il y a quand des jeux n'atteignent pas les objectifs internes. Là. Fait que allons lire un article là, de Video Games Chronicle qui parle de justement le coût des jeux
et comment ça va influencer le futur de l'industrie du jeu vidéo à long terme. Puis même, tu sais, je parlais de Palworld et Helldivers 2, là, mais aussi juste en ce qui concerne les free-to-play games, c'est là que l'argent est réellement fait, là, right? Avec les live service free-to-play games, même chose pour les jeux mobiles. Puis aussi, tu sais, avec des services comme Game Pass, right? C'est un service que, oui, t'as peut-être pas la possession du jeu parce que c'est un service d'abonnement qui te permet de télécharger. Puis une fois que le deal entre les studios et Microsoft/Xbox est expiré, ben ce jeu-là, tu peux plus y avoir accès à moins que tu l'achètes. Ça avec ça influence tout le modèle d'affaires du jeu plein prix à 70 balles, tu sais. Ou à 80 balles ici au Canada. Là. Je dis 70$ parce que c'est 70$ US, là, mais comme faites la conversion dans votre tête, là, je vous êtes pas cave. Là, Ben quoi que... Je pense qu'il y en a qui comprennent ce que je veux le dire. Donc, Saber Interactive CEO Matthew Karch believes the $70 game will eventually become a thing of the past as developers move to reduce costs and risk in an increasingly challenging AAA games market. Et là, dites-moi Twitch chat, là, en toute honnêteté, est-ce que vous trouvez que 80$ pour un jeu vidéo en 2024, c'est trop cher? Oui ou non, à l'instant Twitch chat. Alex dit non. Hey, la participation, là. Elle est pas là, elle est pas au rendez-vous ce matin? There you go. Ok, un petit délai, je pense. Saber Interactive, c'est comme le bin à DVD à rabais du Walmart du gaming. Ben, on verra avec Space Marine 2, là, quand même, mais effectivement, c'est pas le plus gros studio non plus. Ubisoft Game, yes. D'habitude, oui. Ça dépend tellement, mais non. Perso, moi, je regarde Time to Play. Ça dépend des jeux. 93$, oui. C'est tellement pas cher quand tu compares à ça historiquement. Oui, surtout que c'est plus comme 93$ these days. Ça dépend de la qualité, mais non. 80 borderline. Un jeu NES qui c'est genre 60$. Ben là. Non. Moi, personnellement, là, c'est relatif aussi à l'expérience. Parce que c'est comme un jeu comme Princess Peach Showtime, là. Alors, payer 90$, là, ou 80$ plus la taxe, ça revient à 90$. Ça, là, ça, là, ça aurait pas été une décision financière très, très saine. Right? Parce que le jeu est le fun. Mais tu sais, est-ce que c'est 90$ fun? Right? Est-ce que c'est worth ça? Alors qu'un jeu comme Mario Kart 8 ou genre Super Smash Bros. Ultimate, là, comme là, ok, t'as du contenu, la qualité est au rendez-vous, il y a un argument valable pour le 70$. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui est comme, on devrait pas, quand mettons, juger le prix d'un jeu ou encore... Ben ouais, c'est ça, le prix d'un jeu avec le temps de contenu ou encore la qualité, là, parce que games cost a lot of money to make, peu importe, là. Mais je te dirais que, puis en même temps, moi aussi, j'ai comme... C'est un weird problem to have, là, mais moi, depuis que je fais du contenu, depuis que j'ai une certaine notoriété, entre guillemets, je suis habitué d'avoir mes jeux de manière gratuite for content reasons, là. Fait que j'ai comme pas le... J'ai pas le struggle de genre devoir dépenser... Ben, ça dépend, là. Mais, tu sais, je dépense pas tant que ça en ce moment sur des jeux, là. Il y a un jeu par mois environ que je vais devoir acheter parce que je suis pas capable de l'avoir for XYZ reason. Puis ça me dérange pas. Je me considère quand même chanceux d'être dans cette situation-là où est-ce que je peux avoir comme un paquet de jeux qui m'intéresse de manière gratuite. J'ai pas besoin de me ruiner financièrement pour offrir de la couverture puis parler de ces jeux-là, tu sais. Mais on dirait que comme... Genre, quand il faut que je dépense 90$ sur un jeu, je suis comme fuck man, ça coûte cher, tu sais, c'est pas donné, là. Fait que pour du monde qui ont pas ce privilège-là, je peux comprendre, là, que comme, tu sais, si tu suis
toutes les grosses sorties, là, au bout de la ligne, ça coûte cher, là. Tu sais, je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait l'exercice, là, de manière comme mensuelle ou genre annuelle, de comme calculer tes dépenses de jeux vidéo, là, pour vrai. Pas mal sûr qu'il y en a qui dépensent comme dans les upwards de 1000$ par année, là, en gaming, là. C'est un Space Marine que je vois à l'écran, on parle de quoi? Oui, effectivement, Spooky, parce que le PDG de Saber Interactive, il dit que les jeux à 70$, ça sera plus rentable pour l'industrie. Lui, ce qui est souligné, on parle de ça. Ouais, effectivement. Open your eyes! Quoi que t'en as peut-être plus à cause de l'éclipse. T'as des gens qui pognent des jeux une fois par mois, c'est sûr que c'est pas cher et passent 200 heures sur le jeu. Puis t'as du monde qui sont passionnés par des jeux et qui s'en ajoutent à chaque semaine. C'est très cher pour les fans, pas pour les more occasional players. Ben c'est ça, mais en même temps, l'industrie, je pense que la majorité des joueurs, c'est la première instance que tu viens de mentionner, Nashi. Tu sais, c'est des joueurs qui vont s'acheter comme quelques jeux. Même un jeu par année, mais ce jeu-là, ils vont grind to death. Puis même les free-to-play, c'est pas mal ça qu'ils veulent. C'est que ce soit ton jeu que tu joues de manière constante, puis que tu investisses dans l'écosystème, que ce soit avec des Battle Pass, des skins ou whatever, là, pour qu'il y ait une certaine forme d'attachement là, à l'expérience. Les jeux coûtaient 70$ il y a 15 ans, tu sais, l'économie qui l'échappe problème. Brag. C'était pas un brag, c'était juste un. Je vous partageais ma perspective par rapport à tout ça. Là. Il doit apprendre the way of the patient gamer. Yeah, c'est ça. Puis. T'es pas obligé de jouer à tout day one. Mais tu sais, si tu veux faire partie de la conversation, faire partie du hype, si t'as a bad case of FOMO, like your boy, ben c'est ça. T'as comme pas le choix rendu là de tout acheter. Là. Juste fun sur Switch, Switch spécial par contre. Je vois pas de quoi tu parles, Simnope. T'étais-tu là quand que la Switch spéciale faisait en sorte que j'étais pas capable de progress à Princess Peach Showtime? That was weird. Ça doit être non pour moi. Je fais toujours mes jeux genre un an plus tard après la sortie pour avoir 50%. Oui, pour jouer aux nouveaux jeux. Il n'y a que Nintendo qui maintient ses prix. Yeah, Nintendo a comme. Nintendo force la main des joueurs. Parce que tu sais, Temporal, là, je me souviens que. Tu sais, Temporal, c'est comme la personne là, dans mon chat que je le sais qu'elle va pas acheter des jeux de Day One parce que c'est un patient gamer. Mais je me rappelle plus c'est pour quel jeu. Peut-être c'est pour Tears of the Kingdom ou un autre jeu. Là, mais Temporal, je sais qu'à un moment donné dans le chat, il a dit ben comme pour les Nintendo Games, j'ai pas le choix. Là, c'est Day One. Parce qu'il va. Même si je vais être patient, ils vont jamais tomber à rabais. Là, tu sais. Alors que, tu sais, donne un exemple récent. Prince of Persia The Lost Crown. Paru en janvier, là, déjà comme half off. Tu sais. C'est quoi que Card disait à propos de Helldivers Suit, mais j'étais pas rendu là encore. J'avais initié la discussion au Twitch chat en demandant si ça les faisait chier là, de payer 70$, 80$, 93$ avec les taxes là, pour un jeu vidéo. Tears of the Kingdom, je vais pre-order pour the 1000-year door. There you go. Donc, speaking to IGN, former interim COO of Embracer Karch discussed the Saber's divestment from the troubled group. Right, on se souvient que Saber Interactive s'est dissocié de Embracer Group. Let's fucking go. And where he sees Saber's place in the market as a standalone publisher. Donc ça va être rendu comme un developer et un publisher pour le futur, le Saber Interactive. The exec said he believes Saber, which encompasses studios like Nimble Giants, 3D Realms, and potentially 4A Games, occupies a position between independent studios and AAA publishers. Fait que c'est un peu un hybrid là, au même principe que genre IO Interactive, Larian, quoi d'autre là? Qui est comme un indie, mais c'est pas nécessairement un indie parce que c'est des grosses équipes là. Remedy aussi. C'en est un autre. Donc c'est des compagnies qui vont développer des jeux à l'interne mais qui vont aussi les publier ou encore vont faire des partenariats avec d'autres compagnies pour avoir de l'aide pour publier. Genre Remedy qui partner avec Epic Games pour Alan Wake 2. Dave the Diver, non! Fait partie de Nexon, ok? Get it right.
Karch cited Helldivers 2 as an example of the type of middle market game it would like to emulate. He told IGN that one of its upcoming titles, Space Marine 2, will retail for $70. Donc, on va payer le plein prix pour ça. But only because he's concerned audiences... Ben voyons. Ça vibre en haut. Qu'est-ce qui se passe? Audiences would see a cheaper price as emblematic of poor quality. Intéressant ça comme réflexion. Ça rien de dire que instinctivement les joueurs quand un jeu est moins cher, ils font comme ah ben c'est pas la même qualité qu'un jeu plein prix. Have you played some indie games, good sir? Il y a beaucoup de jeux indie là, qui sont comme 20, 30$ que en termes de qualité là dépasse les jeux plein prix. Have you played Mini Shoot Adventure, my guy? Un jeu à 11 pièces sur Steam qui est meilleur qu'un jeu plein prix comme Skull and Bones. Hades, Mr. Saz, yeah, effectivement. 30 pièces. Game of the Year contender. Fucking quoi d'autre? Neon White, dude. Have you played Neon White? I think that as games become more expensive to make, the $70 title is going to go away of the dodo bird. I do, he said. I just don't think it's sustainable. Look, you remember the hype for Cyberpunk, which I think actually ultimately performed okay, but when the expectations are so high and so much money is put into one title, it's usually risky for the company that's doing it. What if it fails? You remember what happened when Ubisoft a couple of years ago, all their titles slipped out of the year and then all of a sudden they were in an entirely different place? It's hard to recover from that. I think the market is going to shift to development, which is not necessarily lower quality, but there's going to be an emphasis on trying to find ways to reduce costs. C'est effectivement, man, ils n'ont pas le choix de trouver une solution parce que c'est vraiment ça là, qui fait en sorte que, ben, on connaît la vague de layoffs qu'on connaît actuellement là. C'est que les budgets, c'est comme tu regardes le budget de Spider-Man 2 là, genre 200, je pense que c'est 225 le budget de Marvel Spider-Man 2 là. That's a lot of fucking money. Faut que tu vendes beaucoup de copies là on PS5 pour récupérer tes coûts de développement. Puis si t'es pas capable de récupérer ça, ben t'as pas le choix de comme couper en quelque part. Puis couper, mettre du monde à la porte. Puis restructurer les studios. T'sais? C'est pas évident là. Mais comme moi j'ai aucun problème, right? À garder le jeu plein prix là, à 70, 80, 90 piastres là, mais que tu fais juste réduire les budgets, right? Je pense pas que si ta stratégie c'est genre hey, on va continuer dans la lignée de... Puis je sais pas si c'est ça exactement qu'il veut dire là. Peut-être qu'il en parle plus au bas de l'article là. Mais je pense pas que de garder la mentalité de comme on continue à expand, puis pour essayer de chercher le plein potentiel là, en termes de vente, on va baisser le prix pour avoir comme plus de ventes. Je pense pas que ça va marcher là. Je pense que ça va être genre ça va backfire ça avec là. Juste comme faites des expériences condensées de qualité que c'est tight from beginning to end. Pas besoin d'être 100 hours là. Si c'est un 100 hours tight qui est un défi là, un fucking huge défi là. Je sais pas, Baldur's Gate 3 ou genre Persona 3 Reload. À quel point c'est tight du début à la fin. J'imagine que c'est surtout pour Baldur's Gate 3 qui a gagné Game of the Year across the board last year là. J'imagine que il y a de quoi que ce jeu-là fait de manière spéciale pour que ça soit tight du début à la fin. Mais c'est rare en crise là. Genre un Ubisoft game là, avec des heures et des heures de contenu tight du début à la fin, que chaque quest soit worth it, chaque fucking discussion, ligne de dialogue avec les personnages soit tight, comme c'est genre 0.1% des jeux qui font ça là, tu sais. Fait que collectivement, je scale down, je le sais que le monde sont comme ouais, open world, a million hours, écoutez-les pas, parce que même si vous voulez aller de ce pas là puis appliquer cette stratégie là, at the end of the day, c'est juste pas rentable. On est rendu en 2024, l'industrie est en train de implode. Genre, c'est le temps là de reassess the business strategy.
c'est correct de faire ça, là. Xbox le font de leur côté. Puis ils font pas juste comme, ok, on va arrêter de faire des jeux open world. Ils sont comme, hey, on n'a pas le choix de s'adapter au marché actuel à cause de la réalité économique, de ci, de ça, etc. là. Fait que, can we please have shorter games made by people who are paid more to work less, and we are not kidding, pour le bien-être de l'industrie. Merci. With thousands of job cuts announced across the game industry in the past 18 months, Koch acknowledged that AAA development is going through a major shift and claim that past trends of sky-high budgets and lengthy development periods aren't sustainable. Et pour le futur de Simnote, ben là ça vient de me faire sonner une cloche, le temporal, notre boy, a partagé cette excellente vidéo faite par Danny O'Dwyer last week dans le Discord. Je vous joue un extrait parce qu'il résume pas mal ce que je dis depuis le début là. So, I was at the DICE Summit last month in Vegas. It's basically an event where a bunch of gaming executives, publishers, VCs, developers, and indies get together, exchange ideas, complain about their bosses, and look for funding for their next game. Basically, it's where a bunch of business happens, both big and small. And so you have this large concentration of people talking very openly about the state of the industry. In the halls of the summit and the bars and restaurants around it, truths are being told. It also takes place in beautiful Las Vegas, which is why I'm doing the whole poker thing. Well, that and I'm playing a lot of Balatro. Have you played Balatro yet? It's only $15. That's gonna come up later. So what are these people saying? Well, first of all, the dirty word at the weekend was Embracer Group. The Swedish gaming giant spent most of the past few years buying up game studios and intellectual property. And after a single make-or-break investment deal fell through, they spent most of the last year either attempting to sell off assets or closing studios because they weren't able to get the price they wanted for them. Secondly, money is tight. Last year was the worst in recent memory for trying to get investment either from publishers or venture capital firms. While many publishers are also just trying to get through this year. Survive till 25 yeah, was Mr. the Johnny. slogan I was hearing Nice. from publishers and developers alike. But here's another thing I learned, and this is something I've worried about for quite a while, especially given the, in my eyes, decline of AAA development over the past decade. These days, the ever-increasing cost of AAA development is a real problem because the cost of developing AAA games continues to grow and grow, and apparently that core gaming market they're selling them to isn't getting any bigger. How tenable is an industry where Spider-Man 2 costs $300 million to make, 3 times more than Spider-Man 1? There's a lot of pressure in the games industry right now, and some folks are playing with money they don't have. That and Balatro. A lot of people are playing Balatro. I'm not going to sit here and try and tell you why this is all Mais happening. il parle de Balatro, mais c'est parce que Balatro est le parfait exemple. Là. Un jeu qui est fait par un dude qui te coûte $15, puis man, c'est addicting, c'est de qualité, front to back, man. Ça t'amène des émotions when you win a fucking run. Genre. Puis c'est ça, c'est un fucking indie game. C'est la définition pure et dure d'un indie game, là. And what's coming next, because nobody knows that, and anyone who thinks they do isn't telling the truth. What I'm going to do is focus on one element of this problem that I feel like not enough people are talking about, and it's arguably the most important thing about game sales, regardless of if you're buying or selling them. Let's talk about the price of games and why that might be changing the types of games we play in the future. Fait que yeah, great vidéo, je vous recommande fortement, je vais la linker in chat. Quoi que vous pouvez la voir sur le Discord directement, mais pour ceux qui sont curieux d'en savoir plus là, sur ce que je dis depuis fucking début de l'année, là, même avant ça, there you go, vous avez une vidéo qui décortique encore plus là, cette réalité là qui frappe l'industrie du jeu vidéo. Je vais juste prendre le temps de lire le chat. Damn, déjà 10h25, your boy is spitting that shit à matin là. God damn, des gros sujets de discussion. Je suis sur la file d'attendre à la bibliothèque pour louer Spider-Man. $80 saved right here. Arrêtez de faire des jeux sans plus ish. Donne-moi une expérience tight 15-30 heures max. I'm a happy gamer. Spider-Man 2 c'était parfait for real. J'ai fait le 100% en genre 20-25 heures ish. Mais même à ça, là, tu sais, Spider-Man 2, c'est comme un outlier parce qu'en plus, c'est une Insomniac qui ont fait comme, hey, on va faire comme un
Oui, c'est open world, mais c'est un open world à 20-25 heures là, pour genre faire à 100%. Mais même encore là, même si c'est juste 25 heures maximum de gameplay, coûte quand même 300 millions. Là. J'ai dit 225 millions tantôt, là, c'était pas exact, parce que là, il dit que c'est 300 millions. Là. Fait que c'est quand même fucking d'argent, là. 80$, comme j'ai dit plus tôt, dérange pas de le payer, mais si vous mets-moi un grinding rendu là qui me tient dans le jeu. Mais si c'est un grind genre mindless qui est répétitif, puis comme il y a rien de qualité derrière tout ça, est-ce que tu veux vraiment juste payer pour avoir plus de contenu, right? Il n'y a même pas du contenu nécessairement qui est le fun, genre... C'est ça l'affaire, là. Moi, je suis plus 80$, de moi un short and sweet great experience. In my mind, les studios auraient avantage qu'on passe moins de temps sur le jeu pour qu'on achète un autre, mais on dirait que le grand public est très critique des full price short games. Yeah! Parce que en même temps, la réalité, c'est que t'as des jeux free to play comme Fortnite, Rocket League, Apex, qui ont une rejouabilité infinie, qui te coûtent. You see this? Zero fucking dollars, dude! Puis oui, c'est le même gameplay, mais en même temps, chaque game est différente, vu que c'est multijoueur. Fait que you don't know. What's up, Yann? How we doing? Est-ce que t'as recovered de WrestleMania? T'es-tu encore hype à cause de WrestleMania? Fortnite a tué le gaming? Ben, j'ai... À un moment donné, j'ai dit quoi de similaire, là, mais pour vrai, Fortnite, ça a été... Fortnite a ruiné le gaming. Non, c'est pas ça que je veux dire. Fortnite, c'est comme un couteau à double tranchant parce que ça l'a montré comme le plein potentiel des live service games, mais en même temps, ça a fait en sorte que là, toute l'industrie veut son Fortnite, puis ils adaptent leur stratégie par rapport à ça, puis ça foire le 3/4 du temps. Là. Mais le problème, c'est qu'un full price game en 2024 a genre besoin de 20 fois plus de monde qu'en 1990. Et le prix en dollars constant, pas le même qu'en 1990 pour un full price game. Fait que ça dépend d'une expansion continue de l'auditoire et je commence à penser qu'on approche d'une certaine saturation du marché. Effectivement, là. Je suis arrivé de là-bas hier à 18h, chum. Je suis brûlé, man. Brûlé. Ok, t'es allé voir en... Je savais même pas que t'allais voir en... T'es allé en Philadelphie pour WrestleMania, yo. Ça veut dire crazy, là. Moi, je criais dans mon salon pis tout. Je savais pas que t'étais allé, Yann. C'est donc bien hot. On vend sûrement 20 fois plus de jeux qu'en 1990 aussi. Ben oui, of course, l'industrie est bigger than ever. Mais en même temps, bigger than ever parce que l'expansion des free-to-play games aussi, là. Et des jeux sur ton téléphone intelligent, là, des jeux de piètre qualité. Je généralise, là. Mais les jeux sur téléphone intelligent... free to play, c'est pas les jeux avec le contenu de plus de qualité, right? Mais ils ont de quoi qui font en sorte que ben tu login à chaque jour, puis c'est un grind entre guillemets. Tu t'as tout le temps quelque chose, même si c'est du mindless gaming, t'as tout le temps comme le petit boost de sérotonine là, qui vient te chercher parce que t'as accompli quelque chose dans ton jeu mobile free to play là, tu sais. Voir WrestleMania mais manquer l'éclipse, damn. Non mais tu peux t'arrêter sur le bord de la route pour voir l'éclipse là. C'est aussi la raison qu'il réussit à ne pas monter le prix. Yeah, je me suis payé un cadeau quand on a juste une vie puis Papy Lado a décidé de se lâcher là. Ah en plus, je sais que toi tu suis pas mal la lutte là, Yann, là, on en parlait hier quand on faisait notre recap là. Mais tu sais, étant un outsider du monde de la lutte, là, pis qui a écouté WrestleMania en fin de semaine, là, genre, le monde sont comme yo, that was the greatest WrestleMania ever, là, tu sais. Fait que t'as quand même choisi le bon WrestleMania pour aller le voir en live, là, tu sais. Fait que bref. On est dans une weird période pour l'industrie. Est-ce que les jeux à 70$ vont y rester? D'après moi, oui. C'est juste que faudrait s'attendre. En fait, dans un monde idéal, l'industrie s'adapte, font des expériences plus condensées, plus tight, de qualité, que ce soit mémorable, que ce soit pas mindless et generic as hell. Puis, mais, tu sais, moi je parle
je parle en tant que moi qui ne joue pas aux free-to-play games, qui n'adhère pas à toutes les live services. Tu sais, comme Helldivers, c'est ultra populaire. J'ai aucun intérêt à jouer à Helldivers, là, tu sais. Fait que ça, c'est ma réalité. Je suis un pion dans la grande équation qui est le marché des jeux vidéo complet, là, mondial même. Fait que... Who am I, là? Puis qui, en plus de ça, qui paye pas les estis de jeux parce que j'ai le hashtag streamer privilege et j'ai une Switch spéciale. Fait que, tu sais, rendu là. À quel point je contribue, là, à l'économie du jeu vidéo, tu sais. Bref, c'est an interesting time. La raison que t'as pas joué, c'est que tu l'as pas eu, dis-le donc. Non seulement je l'ai eu, Nico, puis je peux te montrer à l'instant la preuve. Je l'ai pas juste eu sur PlayStation. Non, je l'ai eu aussi sur PC, là. PlayStation me l'ont donné 2 fois. Chris, il est où? Je l'ai, là, comme je dis pas de la merde. Il est en quelque part dans ma bibliothèque, là. Mais il est là. C'est juste qu'il est pas installé. Je l'ai installé sur PS5. Right, next topic. Je l'ai bait, check for unreleased games. Non, ben oui. Yes. Nico, tu veux plus que j'aille mes jeux gratuits, hein, c'est ça? Tu veux que je break some embargoes, you piece of shit? Nico Bait Stings. C'est ça ton nouveau nom. Alright. Moving on. J'ai pas assez joué pour vrai à Helldivers. J'ai missed the boats. Sadly. Je veux que tu me payes. Blizzard et NetEase là, qui pourraient se réconcilier. Si on se fie à cette photo. Right? NetEase, compagnie chinoise. Et depuis un bout là. Les joueurs chinois ne peuvent pas acheter des jeux de Blizzard. C'est comme un petit clash là, depuis 2023. According to Chinese market analyst CN Wire, it's expected that a formal announcement will be made on Wednesday, reintroducing PC titles such as World of Warcraft and Overwatch 2 to the Chinese market. An image has also emerged on social media of NetEase CEO Ding Lei meeting with Activision Blizzard CEO Johanna Faries, adding to the speculation. NetEase là qui font le jeu voyons, le genre de Overwatch avec les personnages de Marvel, right? Qui s'inspire grandement de Overwatch là, comme on l'a couvert il y a 2 semaines quand il y a eu l'annonce officielle de ça, puis on était comme ha! C'est-tu un clapback à NetEase avec l'inspiration de Overwatch? Ils sont comme hey Blizzard, on peut faire Overwatch en mieux, right? Là, il était comme, ok, on va Blizzard était comme, faut réconcilier la relation entre notre compagnie et NetEase. Là. Local media reporting in China on the potential announcement has seen a spike in the market with shares of NetEase rising as much as 5%. Just in, NetEase expected to announce the return of Blizzard games to the Chinese market on April 10th. NetEase is up 2.9% in Hong Kong. Leaked photos show NetEase CEO Ding Lei met with Blizzard's new CEO Johanna Faries. Of course, si vous avez manqué le bateau, Bobby Kotick n'est plus impliqué au sein de Activision Blizzard. He's bye-bye depuis l'acquisition de la compagnie du côté de Xbox. Activision Blizzard and NetEase began a partnership in 2008, which saw NetEase publish Blizzard's games in China. At the time, this was largely focused on bringing World of Warcraft to the Chinese market, but in the following years, it published Overwatch, Hearthstone, StarCraft and Diablo. C'est également eux qui ont développé, entre autres, là, Diablo Immortal, the mobile Diablo game. The deal ended in late 2022 and saw the region lose access to Blizzard's games in 2023. Blizzard's largest 2023 title, Diablo 4, has yet to be published in the region. NetEase and Marvel Games recently announced Marvel Rivals, a team-based PvP shooter set in the Marvel Universe. Et là, je suis en train de penser justement,
Xbox qui essaie d'aller chercher le marché à l'Est, right? Sont beaucoup plus impliqués avec les compagnies japonaises. Est-ce que notre boy Phil est allé voir Joanna Faries et a fait comme là pour le bien-être de notre brand à long terme, il faut justement reconnecter les ponts là, avec la Chine, parce que c'est quand même un gros marché. Ça se peut. Ça se peut. Très probable. Fait que we shall see. Si l'annonce va être officialisée demain, on attend le tweet officiel qui confirme le tout. Les bots chinois sur Hearthstone, man, ils rigolaient pas. J'ai pogné 2 humains jusque Diamond dernièrement. Hearthstone, c'est toujours populé. Dans d'autres nouvelles concernant l'industrie, Regresco, un ancien justement chez Blizzard, Bjorn Tornqvist de Ubisoft Massive se joignent à Disney Games Leadership suite justement à l'annonce qu'on a eue en février de la collaboration entre Disney et Epic Games pour amener some type of metaverse Disney stuff dans Fortnite, right? On se souvient de ce gros deal-là. Disney Games has expanded its leadership team with the appointment of former Blizzard and Ubisoft veterans, VGC rapporte. It has also promoted a number of long-serving game executives, including boss Sean Shoptaw. The strengthening of the team follows February's announcement that Disney has partnered with Epic to build a new games and entertainment universe connected to Fortnite. Ray Gresco, former Chief Development Officer at World of Warcraft Studio Blizzard, has joined Disney Games in a new role of Senior Vice President of Product and Development. He'll work closely with Epic team developing the new universe, which will let users play, watch, shop, and engage with content from Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, and Avatar. During his time at Blizzard, Gresco co-led the development of Overwatch and Diablo 3 and created the initial playable prototype for Hearthstone. He also previously worked at LucasArts, where he served as lead programmer on titles including Star Wars Dark Forces and Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2. Fait quand même quelqu'un qui a beaucoup de bagages là. Arrêter de vouloir Chinesier serait probablement la meilleure solution long terme pour l'économie mondiale, mais désastreux sur le court terme, mon avis. Je suis pas assez informé sur l'impact du marché chinois. Moi, je pense que c'est mieux quand même d'investir dans un marché que de pas investir. Là. Tu peux quand même avoir une certaine retombée. Là, au lieu de juste l'ignorer complètement. Bjorn Tornqvist has joined Disney Games as Vice President Technology, having previously spent nearly 20 years in technical leadership roles at Ubisoft and its Swedish studio Massive. During this time, he led global teams on innovations like Ubisoft's Scalar technology, as well as the seamless multiplayer interactions in the division, and pioneered streaming and multiplayer technologies with Just Dance Now, where he also served as creative director. After nearly a decade running the Marvel Games team, Jae Ong will now lead Disney's global games licensing business across all franchises, with Haluk Mentes stepping up to succeed him as the head of Marvel Games. Gresco, Tornqvist, and Ong will report directly to Disney's head of gaming, Sean Shoptaw, who has been promoted to Executive Vice President. Fait qu'il y a beaucoup de changements au sein du leadership pour Disney Games. T'sais, on verra une fois qu'il y a actually des trucs qui sortent de manière concrète là, à quel point ce changement-là impacte le tout. Mais pour l'instant, c'est a bunch of business mumbo jumbo qui c'est all nice and dandy, mais on n'a pas de résultat. Fait que c'est pas mal ça. You know? Ensuite, dans d'autres changements impliquant des studios de jeux vidéo, on se souvient, il y a 2 semaines, on a couvert comme quoi que Embracer Group a vendu Gearbox, right? Donc Gearbox qui va faire partie de la bannière de Take-Two Interactive qui compile 2K Games, Rockstar, etc. Private Division aussi. Et
Et ça l'impliquait là aussi Gearbox Publishing. Parce que ça n'a pas été vendu avec Gearbox. C'est vraiment comme les studios de développement de Gearbox. Right? Fait que ceux qui sont spécialisés dans Borderlands. Parce que Gearbox a ses studios de développement, mais il y avait aussi Gearbox Publishing. Parce qu'ils publiaient des indie games. Entre autres, Remnant 2. C'est Gearbox qui l'ont publié, si je me trompe pas. Attends, je vais aller vérifier, me semble. C'est peut-être le 1. Attends. Remnant 2. Gunfire Developer. Et Publisher. Yes, ça. C'est Gearbox Publishing. Je sais que Gearbox sont aussi. On dirait que ma voix est en train de give out. On dirait que la course m'a plus. L'éclipse, man. C'est ça qui m'affecte. Mais aussi Risk of Rain Returns. Gearbox Publishing. Qui est en charge de ça. Bref. Cette division-là n'a pas été vendue. Fait que ce serait un peu cave de garder le nom de Gearbox Publishing alors que ça ne fait plus partie là, de Gearbox. Donc, ils ont décidé de rebrand le tout. Et le nouveau nom va être Arc Games. Donc, là, le prochain gros jeu là, qui s'en vient pour Arc Games en termes de publisher, ça va être Hyper Light Breaker qui sort cet été. Là, comme on peut voir dans le statement, aujourd'hui, c'est le Triple I Showcase. J'avais complètement oublié que c'était aujourd'hui, là, cet après-midi, 13h, heure du Québec. Là. J'ai le tweet juste ici. Là. Il va y avoir un Digital Showcase dédié aux Indie Games. Fait que fuck les quadruple A, les triple A, c'est all about those triple I indies. Fait que ça dit comme quoi que. Il me semble qu'il y a Vampire Survivors qui est là-dedans. V-Rising. On va avoir Hyper Light Breaker aussi là. Fait que 13h, le 30+ announcements. No ads, no extra fluff. Just games beam straight into your eyeballs. Fait que s'il y en a qui ça intéresse, là, ça va avoir lieu aujourd'hui à 13h. Ça revient à Art Games. Donc, ils ont publié We're very excited to announce that we are now Arc Games. We're the same team of passionate gamers that brought you many beloved franchises including the Remnant series, Have a Nice Death, Star Trek Online, and Neverwinter. And we can't wait to bring you even more exciting titles like Gigantic Rampage Edition, qui sort aujourd'hui, Hyper Light Breaker, and more soon to be announced games for 2025 and beyond. Be sure to check out the Triple I Showcase April 10th at... Wait, c'est April 10th? Je pensais que c'était aujourd'hui. Je dis de la merde depuis tantôt. Je pensais que c'était today. Mais c'est demain. No way. Juste aller vérifier. Moi, j'étais convaincu que c'était today. C'est demain. Ok, c'est demain. C'est April 10th et pas April 9th. Je pensais qu'on était le 10. Je suis lost. Désolé. Fait que, yeah, demain 13h, c'est là que ça va avoir lieu. Apologies. Fait qu'il y a quelqu'un a demandé Now they will be independent. Puis Nobel a dit No, they are still embraced. Fait qu'ils font quand même partie d'Embracer Group, sadly. Mais c'est ça. Là, c'est plus Gearbox Publishing. Yeah, let's do a couple more avant de prendre une pause. Il est 10h44, mais c'est juste une heure qu'on est en VIICTIIMINUTE. J'essaie de comme prendre ma pause dans le middle part du show. Let's see. 2 upcoming PlayStation Plus Classics titles have seemingly leaked. Là, on voit une petite image de Medieval. Medieval et Star Wars Rebel Assault 2 The Hidden Empire. What the fuck is that game? A new trophy list for Medieval has been spotted, suggesting the PS1 title could soon be made available to PlayStation Plus premium subscribers. The list of trophies, which has been published on achievement tracking websites including Exophase and PSN profiles, is slightly different to the one for the game's PS4 remake, which was released in 2019. PSP game Medieval Resurrection was added to the PlayStation Plus Classics catalog last August. PS1 game Star Wars Rebel Assault 2 The Hidden Empire is also expected to be released for PS5 and PS4 via PS Plus Classics catalog this month. Spotted by Jamatsu,
New PlayStation Store pages for the game recently appeared on PS Deals, a website which tracks update on the market's back end. They list April 16th as the release date. Je me rappelle plus exactement quand que PlayStation annonce ses nouveaux jeux là, pour PlayStation Plus Game Catalog. Mais effectivement, ça pourrait être annoncé. Là, on sait que Tales of Kenzara Zao s'en vient sur PlayStation Plus Game Catalog Day 1. Jeu qui sort le 22 avril. Donc, s'il y en a qui veulent des classic PlayStation Games à jouer au travers de PlayStation Plus Classics, stay tuned. Là, j'ai quelques articles on the side. Moon Studios, qui se prépare pour la sortie Early Access de No Rest for the Wicked next week, se prononce déjà sur le prochain titre en développement au sein de la compagnie. Compagnie qui a fait entre autres Ori and the Will of the Wisp et Ori and the Blind Forest. Là, ils tentent de quoi de complètement nouveau, qui est apparemment leur dream game avec No Rest for the Wicked. Moon Studio CEO Thomas Mahler told Game Informer that he has a title and some ideas for a potential Ori 3. I have a title for it already. I have some ideas, but so far right now, we are completely focused on No Rest for the Wicked for the time being. Fait que ça risque d'être comme à long terme. Fait que why Moon Studios made No Rest for the Wicked instead of a third Ori game? En même temps, ça j'en ai déjà parlé là, en tant que creative mind dans n'importe quelle industrie. Est-ce que tu veux toujours faire la même affaire? Tu sais comme, man, le monde qui travaille sur Call of Duty, là, je sais pas à quel point ils sont comblés de travailler, ou les jeux les développeurs qui travaillent sur les annual EA Sports Games, là, je sais pas à quel point ils sont comblés à constamment travailler sur la même affaire à chaque année, là. Puis surtout quand t'es un indie, que t'as comme un peu plus cette liberté créative là, parce que t'es un indie studio, t'es pas backé par une méga corporation là. Ça fait en sorte que tu peux justement changer de vision créative et pas être comme associé ou rattaché à un concept ou une série de manière constante là. Tu sais, combien de indie games? Il y en a qui restent dans le même moule là. Je prends pour exemple Sam Barlow, qui fait beaucoup de FMV games, fait que c'est des jeux avec des grosses histoires, mais la mécanique de gameplay / gimmick change un peu, mais ça reste comme un FMV experience. Mais tu sais, tu regardes un studio comme je vais prendre Neon White for example là, un fucking degenerate game, mais avant le jeu de Ben Esposito c'était Donut County là. Deux jeux complètement différents, right? Fait que c'est ça qui est nice des indies, c'est que ça change complètement de concept. Ou même studio québécois, comment ça s'appelle, fuck, ceux qui ont fait Spiritfarer, qui ont fait avant Jotun, right, qui était comme un top-down, pas Shadow of the Colossus là, mais Boss Rush Mode, tu sais. C'est ça qui est nice des indies là. Genre, I fucking love my indie games et toute la créativité qu'ils ont derrière leur concept. Sur ce, No Rest for the Wicked, the upcoming action RPG from Ori Team Moon Studios, revealed at the Game Awards 2023, is gracing the cover of the latest issue of Game Informer after checking the game out for a few hours and speaking to some of the lead developers at Moon Studios in Vienna, Austria. Both myself and cover story writer Marcus Stewart are excited about No Rest for the Wicked. You can read more of our preview here, and you can read the cover story here. But excitement for No Rest for the Wicked aside, both Marcus and I are big fans of the team's Ori series, which began with Ori and the Blind Forest in 2015 and continued in the 2020 sequel, Ori and the Will of the Wisps. They're fucking fantastic modern Metroidvanias, pour ceux qui n'ont pas encore joué. You should play those games, sont fantastic. That's why we couldn't talk to Moon Studios about No Rest for the Wicked without asking how the team decided to make it instead of a theoretical third Ori game. It turns out the answer is simple. The team feels like the story of Ori is complete.
I think we're pretty happy with where it left off. Tech and production director and Moon Studios co-founder Ginaldi Corol says, I think we're able to complete the story of Ori. It's a complete arc now. If you play both games, it's a complete story. So it felt like the only way we would come back for 3 is if we have more to say, more story to tell. However, while No Rest for the Wicked is Moon Studios' main focus for the time being, and considering it's a game being developed alongside the community in early access, it could be the studio's focus for years to come. The studio CEO and creative director Thomas Mahler says he has some ideas for a 3rd Ori game. I have a title for it already, he says. At this point, Corol jumps in to explain he didn't know about this, stating, I didn't know that it was on the table. Mahler continues, I have some ideas, but so far right now we are completely focused on No Rest for the Wicked for the time being. Fait que en plus, comme qu'il dit là, cycle de développement Early Access pour No Rest for the Wicked, fait comme s'il y a un Ori 3 éventuellement là, ça va genre être dans 8 years. Je ne pense pas que ça va sortir bientôt là. So there's a little hope, Ori fans. It just might be a while. At any rate, if you're a fan of the Ori games, you should check out No Rest for the Wicked because while the 2 series are extremely different in many ways, the Ori DNA lives on in No Rest for the Wicked. Qui sort le 18 avril, comme j'ai dit, en Early Access sur Steam. Je vais définitivement check it out parce que j'ai bien aimé Ori. Et même si Moon Studios, un studio controversé, right? On a couvert des histoires, pas des histoires d'horreur, mais some weird behavior de la part des CEO et des commentaires discutables. Là. Reste que les Ori games sont pretty great. Puis Moon Studios a prouvé qu'ils sont capables de faire des jeux de qualité. Donc, I'm down pour No Rest for the Wicked. C'est pas une tune de Cage the Elephant, ça. C'est effectivement une tune de Cage the Elephant Spooky. You got that right. Ain't No Rest. C'est aussi une tune qui est dans Borderlands 1. Il m'a fait découvrir Cage the Elephant. What a great band, by the way. J'adore Cage the Elephant. Alright, poursuivons. On parlait de Helldivers tantôt. Une nouvelle mise à jour qui est sortie pour le jeu de Arrowhead. L'update 01.00.202 sur PC et PS5 fait en sorte que le jeu est davantage stable et ça résout des mission crashing bugs. Other issues like co-op connectivity. Bonjour, je vous aime. Like co-op connectivity and other small nagging problems have also been fixed. The full patch notes, which can be read below, also includes fixes to frequent crashes that players encounter during the latest game-wide major order. C'est l'update aujourd'hui. Hier, l'update n'était pas jouable. Je sais pas si c'est aujourd'hui. Ça a été publié aujourd'hui. Je sais pas. Je sais qu'ils ont publié ça ce matin, là. Hang on. Sur le Twitter de Helldivers. Est-ce que pour vrai, c'est hot leur campagne, là? Ben, c'est pour les gens qui sont into Helldivers, of course, là. Mais tu sais, tantôt, ils ont publié ça, là. Somehow, the automatons returned. As suspected all along, the previous bot force was merely a vanguard. Massive fleet has now begun an assault on Cyberstan and the surrounding planets. Helldivers hold back this unprovoked invasion. The fight continues. Puis tout le monde dans les replies sont comme... genre, let's go, I love democracy. They are back again. Dans les petites campagnes là, de propagande. J'adore comment ils roleplay les updates. Yeah, non, c'est nice. Fait que c'est ça. Là, vous voyez les patch notes là. Fait que je sais pas si c'est l'update d'hier, effectivement, là, comme moi j'ai vu ça dans mon timeline aujourd'hui. Mais MMOs used to be like this. Ouais. Mais c'est cool tout l'aspect à l'extérieur du jeu. On voit pas ça souvent. C'est pour ça que
ça a autant d'impact, là, cette stratégie-là. Je fais ma part et vous, yeah, non, c'est ça. For Democracy. Dans d'autres nouvelles de Live Service Games, Activision dit qu'ils ont banni 27... Wait, il y a un... Oh non, c'est ça, 27 000. J'étais comme il y a un zéro de trop, mais non, c'est accurate. 27 000 comptes de Call of Duty au travers du dernier week-end. That's a lot of fucking accounts, dude. Insider Gaming rapporte Activision has said that it banned over 27,000 Call of Duty accounts during a free multiplayer weekend on Modern Warfare 3. Jesus. C'est tout des cheaters. Team Ricochet identified and banned over 27,000 accounts over the weekend through a series of upgraded detection systems. The statement reads via Charlie Intel on Twitter. The team is progressing on a new set of security updates and anticipates more ban waves to come. Man, le monde n'a rien à faire à tricher à Call of Duty. Elle est où la satisfaction derrière ça? As far as when those additional ban waves will be coming, that's currently unknown. However, it could be assumed that more bans will be coming this weekend and beyond. Péter des noobs, c'est nice. Ouais, mais avec des cheats, des wall hacks and shit, comment tu peux être heureux à l'intérieur? En mode genre, j'ai triché. Finalement, j'ai des chances d'être meilleur. Mais just get better! C'est de pas trouver la easy way out, là. Qu'est-ce que c'est ça? Si on parle de d'autres jeux live service. EA announced that Season 7 of Battlefield 2042 will be its last season. Donc, 2042 qui est sorti en quoi? 2021? Fait que, yeah, ça c'est un live service qui est un peu shit the bed. Suite à son lancement. Quoique, ça a comme reparti. Là, je sais pas ça ressemble à quoi. Player count sur Battlefield 2042. Là, je sais que ça a été... ça a quand même connu un petit succès récent. C'est 24 hour peak, 22 000. Ce qui est pas si mal. Sur Steam alone. Il y a 6 mois, 107 000. Mais tu sais, si on regarde, je pense qu'on avait checké récemment le Battlefield 5. C'est comme... C'est ça, il y a plus de monde qui joue à Battlefield 5 en ce moment que Battlefield 2042. Là. Fait que Season 7, dernière saison de contenu. The game will still get some new content, but no season. Ok, fait qu'il y a quand même du contenu, juste que les overall seasons ne seront pas mis en place. Also, EA Motive is joining Criterion, DICE, and Ripple Effect as devs for Battlefield Next. Oh no. Oh no, that's not good. C'est le même traitement que genre les studios d'Activision Blizzard qui travaillaient pas sur Call of Duty qui après ça ont fait comme hey toi tu t'en viens de travailler sur Call of Duty. Genre Toys for Bob entre autres, c'est le parfait exemple. Eux qui ont fait Crash Bandicoot 4 puis là ça devient un studio qui travaille sur Call of Duty. Elle est où la liberté créative? Et non seulement ça, on se rappelle aussi que EA Motive travaillait sur le Iron Man game. Right? Qu'est-ce qui va en venir de tout ça maintenant qu'ils vont être en charge de Battlefield ou qu'ils vont collaborer sur Battlefield? Shinobi dit Iron Man development continues in parallel as the studio hit a major milestone this year and has made excellent progress. Donc semblerait-il que le développement du fameux jeu de Iron Man n'est pas affecté, mais c'est plus le prochain projet là qui va être affecté. Fait que, tu sais, pour les gens qui ont aimé et apprécié Dead Space Remake, ça peut être un autre studio là, qui va prendre le tout en charge. Right? Ou peut-être, tu sais, comme là, Electronic Arts sont en train de figure out les plans pour le futur de Battlefield parce que, comme j'ai dit, c'est un peu shit the bed avec 2042. Là. Ils s'attendaient au même principe que Halo Infinite, s'attendaient à ce que ce soit leur long-term plan. Finalement, ils ont frappé un mur, right? Fait que, potentiellement, après, là,
En tout cas, je pense, là, je spécule. Prenez pas mon information pour du cash, là. J'ai aucune source fiable sur ce que je dis à l'instant. Là. Ce n'est que des rumeurs. En fait, non. Ce n'est que de la spéculation. Même pas de rumeurs. Mais potentiellement, si EA Motive prend la charge de faire un remake de Dead Space 2, mais ça va être après avoir travaillé sur le prochain Battlefield. Selon moi. Mais comme j'ai dit, il y a toujours la possibilité que ce soit un autre studio qui prenne le tout en charge, là, tu sais. Pour vrai, il aurait dû donner Iron Man à ceux qui ont fait Anthem. À BioWare? Je sais pas si c'est une... Ben, BioWare... On va voir avec Dragon Age Dreadwolf, là. C'est un jeu très important pour BioWare. Parce que leur dernière run, là... Pas too hot, right? Avec Andromeda et... c'est quoi l'autre jeu? Mais justement, Anthem. Le flying, c'est bien une affaire réussie de Anthem. True. BioWare sont... Ben, je sais pas, man. BioWare, moi, je les considère comme un RPG studio. S'ils sont capables de... Est-ce qu'ils sont réellement capables de faire un jeu d'action tight du début à la fin? Si tu regardes ce que BioWare est reconnu pour les big fucking RPGs, là. Mass Effect, Knights of the Old Republic, ça remonte à plus longtemps, Jade Empire, Dragon Age, tu sais. Puis, man, Anthem, c'est considéré quoi comme genre? C'est un action game? Un multiplayer action role-playing game. Fait qu'il y a des RPG elements. Je sais pas. Si on lit la sortie de presse sur le blog post concernant les changements au sein de Motive. Motive joins Battlefield. Update from Patrick Klaus, General Manager. Alexis est pas là pour nous le dire. Mais il était là tantôt, je pense qu'il a dip. Mais bref. Drake se fait dire de jouer à Scorn. Tabarnak. Je me rappelle que j'ai vu jouer à Scorn récemment. J'étais comme, why are you playing this? It's a 2-year-old game. Hi everyone. As we progress into the new year and I celebrate my 5th year working at Motive as studio general manager, I'm proud to share more news on how we maintain our long-term strategy of 2 world-class game teams developing projects side by side. In my last update, I spoke about the studio going through an important period of evolution. We invested in developing our people in more ways than ever, and we improved our workspace for teams to collaborate to the fullest and deliver the best game possible. Side note, je viens d'avoir une réflexion pour répondre à la question de Sam, là, qui était comme... Ou en fait, le point de Sam, il aurait dû donner Iron Man à ceux qui ont fait Anthem. BioWare sont ben trop occupés en ce moment. So, ain't no fucking way. Travaille sur Dragon Age et travaille sur le prochain Mass Effect. Ils ont déjà du pain sur la planche. Right? Puis comme j'ai dit, les 2 jeux hyper importants pour comme... C'est cave à dire, mais pour vrai, avec comme la réputation qui a un peu été ruinée entre guillemets de BioWare avec leurs dernières entrées, leurs derniers jeux. Ils ont comme pas le choix. Il faut qu'ils fassent en sorte que ces 2 jeux-là hit. Right? That period of evolution and elevation continues today with the exciting announcement that a group of developers from Motive are joining the talented teams at Criterion, DICE, and Ripple Effect to continue unlocking the full potential of Battlefield. Andromeda is a good game? No, it is not, Jezebel. Je m'excuse. I agree. No, I disagree. I do not agree with what you're saying. It's bad. OK? Sport de Mass Effect Trilogy à Andromeda, vomi dans ma gueule. OK? Straight up. The directors who delivered our Dead Space remake in 2023, Philippe Ducharme and Roman Campos Oriola, will build a team at Motive to work alongside the Battlefield studios around the world creating what's next for Battlefield, a universe across both multiplayer and single-player experiences. Their proven expertise in storytelling, immersive battles, and developing on the Frostbite engine uniquely positions them to help advance the vision of Battlefield, led by Vince Zampella and Byron Bede. In parallel,
Development continues to move forward on our Iron Man project led by Olivier Proulx and Ian Fraser. The team made excellent progress this year, hitting a major internal milestone and laying a robust foundation for the journey ahead. Iron Man is an important priority for Motive, and I'm very proud of the work we've accomplished so far. If you want to join our world-class teams in Montreal, take a look at our open worlds. We plan to continue growing over the coming years, so if you don't see anything that fits your profile today, check back with us soon. Motive a pas eu des layoffs dernièrement? Yeah, layoffs au sein de EA, mais c'est-tu au sein de Motive? Ça ne dit pas, hein? Merci Chichum, je voulais changer ma commande pour de quoi d'inspirant et joyeux. Scorn, c'est un bon jeu quand t'es en dépression. Scorn, damn, j'ai pas eu de fun. Yeah, non, Scorn, ça va pas. La meilleure affaire qui est sortie de Scorn, c'est le highlight que j'ai fait avec la tune It's Corn! C'est la seule affaire de positif. Puis là, il y a le blog post par rapport à Battlefield. The team expands as we set our sights on what's next. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, effectivement. Il might see it dans les highlights de tantôt, là. Après cette news article, là. When Battlefield 2042 launched, we promised to bring 4 seasons of content to the game, including new maps, additional specialists, weapons, vehicles, and more. As our seasons continued, the feedback we received made it clear your appetite for more Battlefield 2042 remains strong. We took the opportunity to evolve the game to make it even better for you and continue to learn valuable lessons for your own developmental processes. Last month, we released the 7th season of Battlefield 2042, Turning Point, which added an intense new urban map set in Chile, as well as several weapons and new gadgets, with a revamped map based on the stadium locations from Hourglass, 2 themed events, and a new weapon and vehicle to come. While we've enjoyed and are proud of creating these seasons of additional content for Battlefield 2042, it is now necessary for us to turn from present to the future. What this ultimately means is that Season 7 will serve as the final season for Battlefield 2042. After Season 7 concludes, we will continue to support the game with new in-game challenges, events, modes, and of course, ongoing maintenance, or are moving away from delivering official seasons. We know this news may be disappointing, however, as we looked at what the future of the series required, it became clear it was time for us to shift our resources and focus to be fully dedicated to what comes next. Effectivement, considérant la réputation et l'impact de Battlefield 2042. As I've mentioned in previous updates, we have an ambitious vision to embrace and unlock the vast potential of the series' class-based quad play and immersive, intense battles. Battlefield, ça vit encore cette licence, je sais pas s'ils font des mises à jour. Ben oui, comme tu peux voir, il y a eu 7 saisons de contenu, mais ce n'est plus son pic est passé. Right? Comme Halo, le pic de la franchise est passé, puis là c'est en mode ben comment qu'on est capable. Tu sais, c'est cave parce que Halo Infinite, avant sa sortie, c'est exactement ça que j'ai dit. J'ai dit 343, c'est dans une situation particulière où est-ce que il faut que Halo Infinite hits. Parce que Halo 5, oui, le multi était nice, campaign, not so much. Fait que là, faut que tu trouves un jeu, ou faut que tu sortes un jeu qui hit on both fronts. Et pour vrai, ils avaient joué leur carte de magnifique façon. You got an open world or open zone campaign. Le jeu était Day One sur Game Pass. Multijoueur free to play. En plus, qui est sorti avant la campagne pour générer un petit hype. Le monde était fou comme la merde. Le monde, this guy, inclus. Le live service roadmap, par exemple, n'était juste pas là. Puis ça a pris fucking de temps avant qu'il y ait des updates de rolled out.
en ce qui concerne la longévité du contenu, puis aussi juste l'état du contenu, parce qu'il y a des bouts parce que le jeu ne fonctionnait pas comme du monde. Puis ça a fait en sorte que le monde a juste move on. Et c'est un peu similaire à ce qui s'est passé avec Battlefield, quoique je suis pas assez informé pour le content roadmap, là. Je pense que c'est plus au niveau de la qualité versus les jeux antérieurs. C'est ça qui a été mal reçu. Le multi de Halo Infinite est nice, mais tabarnak, ils ont fumble the ball avec ça. Ben c'est ça, comme j'ai dit, Mr. Johnny, ils ont joué leur carte de magnifique façon là, avant la sortie officielle. C'est juste que il n'y avait pas de plan. Puis tu sais, Forge, ça a pris... Tu sais, si Forge est sorti Day One avec Halo Infinite, entirely different conversation, puis l'impact de Halo Infinite, là, ça serait probablement encore un top game. Là. Mais c'est juste, ça a tellement pris de temps. Puis là, après ça, t'avais campaign co-op, ça a pris du temps à sortir. Split screen, cancellé. Tu sais, il y a comme eu des misses after misses, puis dans une industrie où il y a tellement de jeux qui sortent que le déficit d'attention est présent. Pas le déficit d'attention, là, mais l'attention, là, c'est comme tout doit être rapide puis immédiat. Oublie ça, là, le monde ne sont pas patients. Ils vont. À part si t'es imparable, à part si ton nom c'est imparable, là, t'es patient, mais sinon, you just move on to something else. Là. It is what it is. Sur ce, let's take a quick ad break. Au retour. Là, il est 11h12, fait qu'on n'a pas encore le trailer pour Star Wars Outlaws. Ça va être à midi. Mais, on va tout de même parler de Star Wars Outlaws, because we got some leaks! Some release date leaks, les amis. Ubisoft, with the oopsies. One second. On dirait que tous les jeux d'Ubisoft là, récents ont connu des leaks par rapport à leurs trailers ou encore leur date de sortie. Je sais pas c'est qui paye sur le piton là, chez Ubisoft, mais might wanna hire someone else. Je sais pas comment ça marche là, mais là là. En tout cas, fait qu'on jase de ça au retour et of course on va parler de tout ce qui est game announcements, dates, trailers et ce qui concerne le divertissement. En attendant, je vous laisse avec potentiellement le highlight de Scorn. You gotta be sub to watch it. Je vous laisse avec ça. La Victime Minute est une présentation, eh bien, de vous autres. Et oui, sans vous, ce show 100% indépendant ne serait pas réalisable. Donc, je profite de ce petit ad break pour vous rappeler les différentes avenues possibles que vous pouvez employer pour supporter le show. Si vous écoutez le tout via les versions audio podcast, je vous invite à vous abonner aux feeds respectifs, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts. N'oubliez pas de laisser une petite note pour faire ressortir le show dans l'algorithme. Et petit rappel que la Victime Minute est aussi disponible en rediffusion vidéo via Twitch et YouTube. Si vous voulez supporter toute la couverture que j'offre sur les différentes plateformes, la meilleure façon est en vous abonnant à ma chaîne Twitch avec un abonnement régulier ou encore Prime Gaming si vous avez Amazon Prime. Non seulement ça me supporte directement, mais tout ça vous donne accès à un paquet de bonus sur Twitch comme des emotes, une expérience sans annonce et sans interruption, un accès au Victi calendrier qui track toutes les nouveautés à venir et aussi au canal Discord réservé. Si jamais ce n'est pas possible, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de tout ce qui concerne mon contenu. Et sur ce, je vous laisse avec quelques highlights le temps que je revienne de la pause. Switch early reactions say it's pretty bad. Ooh. Apex Legends launched Tuesday on Nintendo Switch, and early reactions to the Battle Royale games from fans are not good. They're disappointed in the game's performance, and they say cross-platform play against users on the high-performance systems leaves them at a huge disadvantage. Yeah, no fucking shit. The game dropped to like 10 frames when any gunfight. What? I refuse to believe qu'ils ont ship ça quand le jeu peut dropper à 10 FPS. Ok, ma capture card est-tu pluguée? It is. Ok, chat. We shall witness a moment. On va vivre un moment. I got my Joy-Cons. This is gonna be an experience. Content! Mesdames et messieurs. Termine l'entraînement ou bloquer ce mode? Are you fucking kidding me? Imaginez jouer la première game que je fais. Legend, baby. Slaughter as many targets as you wish. Oh my god! Why the fuck est-ce que c'est activé par défaut? Ok, je vais jouer de même, guys. Je vais jouer de même. Grab a second weapon. The field is full of choices. Mode spécial fureur radiale. Je peux-tu juste pas... Ok, I guess c'est ça que je dois faire. Attends, wait, j'ai-tu coché cross-platform? Oui, là, je suis à cross-platform. Hey, nice, hein?
my god, ça lag tellement quand tu fights, c'est cave! Je savais que j'avais vu un gars en plus. Je peux me faire revive par exemple. Hey guys, I'm back! What's good? I need guns. Donne-moi un gun. Bon, un bon petit pistol. Ça va faire job. Ok, ça a l'air de... Tabarnak! Haha! Get fucked! Avec un pistol, how do you like that? Avec un pistol slash switch, bitch! Let's, baby! Yo, comment tu veux? What the fuck? Comment les contrôles sont configurés? Ah, si, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Hey, c'est les gunfights les plus absurdes que j'ai vu de ma vie. Let's, baby! Ah, on a win! Let's go! Ouais, on a pas win! Et la lag, ça lag, mon gars! Oh, what the fuck? Il y a un ennemi juste là. C'est moi qui est fou? Ah, c'est ça, il a tagué quelqu'un, right? Good. There's no ring. Let's, baby! Hey, imaginez si on win, guys, là. Let's go, let's go! Hey, va donc chier, t'as volé mes balles, esti. What the actual fuck, dude? Let's, baby! Enemy down. Hey, ça lag tellement! Let's, baby! Another enemy down. What the fuck? Oh, tabarnak. Let's, baby! Ça tire tellement mal! Let's, baby! Reloading. Enemy taken out. Let's, Ben, baby! je vais les kill mes teammates m'en fous. Ok, hey! On est top 2! Wow! Ah, c'est lui qui me tire dessus! Let's go! Let's go! First game! On the Switch! Avec des Joy-Cons, baby! Let's fucking go! Est-ce que c'est nice Apex, mais fuck jouer sa Switch! Hey, c'était ma première win en solo, genre à Apex. Let's, baby! Oh my god. The hell is this? Bienvenue dans mon labo de combat. Oh, j'avais mentionné un cadeau de bienvenue pour les nouveaux membres. Le voici. Eh ben, Vous réanime une fois si vous perdez tous vos PV en combat. Nice. tu sais comment on s'en sert, pas vrai? Garde ça sur toi et si les choses tournent mal, tu auras une deuxième chance. Je doute fort bien que je vais avoir besoin de mon mushroom. Clippez ce moment-là, puis on... D'un coup je meurs, we'll go back to it. 1 hour later. Oh my god. Fuck! I'm dead! Je doute fort bien que je vais avoir besoin de mon mushroom. Mais j'avais un one-up! Là, c'est le temps de rewind au clip où j'ai dit que j'allais pas mourir. Yeah. And we are back, mesdames et messieurs. Comme j'ai dit avant la pause publicitaire. Also, RIP, on n'a pas eu de Scorn update. On allait parler de Star Wars Outlaws. Puisqu'à midi, nous allons avoir l'official story trailer ainsi que la confirmation de sa date de sortie. Mais avant, little hashtag coverage update for y'all parce que les critiques pour Children of the Sun, j'avais complètement oublié que l'embargo était à 11h. Les critiques pour Children of the Sun, le nouveau jeu de Devolver Digital, ou publié par Devolver Digital, je devrais plutôt dire, puis c'est pas eux les devs, ont été publiés.
Là, il continue là, à être mis à jour, là, comme vous pouvez voir, avec 6 critiques seulement. Là. 90 de moyenne sur Metacritic, which is not too bad. Ça coûte combien? Bonne question, je le sais pas. Je vais aller checker dans mon courriel avec toute l'info. Donne-moi un petit instant. Non, c'est écrit. Children of the Sun, About It. Ça le dit pas. Bon. Est-ce que ça le dit sur le press? Le press kit, le prix? Je pense que c'est 29$, peux-tu? Non, ça le dit pas. Ben, il doit être gratuit, man. Je sais pas. Ça le dit pas, il est combien? Vraiment, il doit être genre soit 20/$30 là. Might go in the wishlist. Puis autre affaire aussi, Botany Manor. Là, mon embargo, I guess, a lifté. Si vous voulez voir ma première heure avec this game qui est essentiellement The Witness, mais avec des plantes, des fleurs. C'est live on the YouTube. Vous savez que ça a eu des bonnes critiques là. J'ai vu pendant les dernières heures. Fait que faisons un review roundup pour Children of the Sun avant de parler de Star Wars Outlaws. J'ai même publié ma petite critique de mon côté. Donc, comme vous savez, quand je termine des jeux, j'ai un petit thread sur Twitter/X que j'update avec mes impressions et une petite note à la fin. Donc, ma petite critique pour Children of the Sun est la suivante. Un jeu qui m'a charmé lors du Steam Next Fest. La version complète de Children of the Sun approfondit le concept de Sniping X Puzzle avec complexité et ingéniosité au travers de ces 4-5 heures de jeu. Easy recommendation pour moi. Le final level de ce jeu-là est quelque chose. Genre, et quand même assez impressionnant là. Je pense qu'il m'a pris un bon 45 minutes à figure out. It was pretty awesome. On écoute la critique de IGN pour poursuivre ce review roundup. Critique faite par Luke Riley. Children of the Sun bills itself as a tactical third-person puzzle shooter, but not all of those descriptors are equally relevant. Discard any attachment you have to the idea of it being a tactical third-person shooter in any traditional or meaningful way and focus purely on the puzzle part. Children of the Sun, rather, is a supernatural sniper game where you control the path and speed of just one bullet per level. Yeah, puis là, toutes les... One part Hitman Sniper Assassin, toutes les ennemis en une balle. Seinfeld Magic Loogie. The spit then splashed off the wrist, pauses in midair, mind you. What the fuck? Essentially, you need to pause, pivot, and plot your single shot to kill every enemy on each level, all without losing said bullet beyond the boundaries of the map or striking a part of the environment. It's clever and compulsive, and I've found stitching together successful runs very satisfying. However, it definitely doesn't elicit much sympathy for its mask-wearing main character, and I'm not sure it's quite as replayable as it thinks it is. Ce rapport high score hunting, là, pas grand chose au niveau de la rejouabilité. C'était un roll credit straight uninstall pour moi. Simple, and it's relayed in an equally simple fashion with no voiceover, just quick sequences of sharp hand-drawn artwork. That delivery is impressively effective though. Whatever language you speak, I'd expect you'll be able to easily follow the story. There are occasional subtitles, but they don't seem to contribute anything especially crucial. Our unnamed character, the girl, is hell-bent on killing her way through the cult in order to snuff out its sadistic chief, the leader, who murdered her parents. Pretty basic. Also, she has paranormal powers that allow her to move things with her mind. That's all you need to know, and that's really all you'll ever know. She's upset, but her telekinetic killing spree is soothing her pain, or making her horny. I think it's one or the other. Why? C'est weird. It's not that deep, but admittedly, it doesn't need to be. It's a revenge story, and I love revenge stories. You don't exactly need a diving bell to get to the bottom of Death Wish, for instance. That said, it
would have been nice for Children of the Sun to have generated a little more empathy for the girl. She doesn't exactly have any personality to speak of. She's kinda just a disaffected clump of adolescent angst in a weird mask. Arguably, the solution here is just to fill in the blanks yourself, but when I do that, most I get est straightforward, mais au début, t'es comme... Y'a rien vraiment d'expliqué, là, faut que tu figure it out toi-même. Puis une fois que tu joues, tu comprends. Children of the Sun's overt edginess. Outside of the teenage Tumblr tone of the main character, Children of the Sun has gone for a deliberately grainy and stylized PS2 era aesthetic. It does the job nicely, but sometimes it's just a little too dark for its own good. I have, for instance, occasionally been forced to restart levels after striking objects I couldn't actually see until I hit them. Mais là, bro, on l'a clairement vu. This is smart because it makes Children of the Sun less about seeking out your prey in the first place and more about the process of putting together the perfect sequence of kill shots. This is the fun part. I would expect that needing to desperately scan for unfairly camouflaged cultists while also trying to nail a run would have easily ruined what By the way, le jeu est does Steam Deck right. verified là. It certainly isn't overwhelmed with Pour controls les intéressés, moi j'ai joué principalement là-dessus. Formed via the left and right mouse buttons plus the scroll wheel. It's quite easy to pick up. The grungy, grim tone is unlikely to be to everyone's tastes, but it's very straightforward and approachable to otherwise play. Yeah, the girl can strafe left or right at the beginning of each level, sometimes in a small space, sometimes circling the entire perimeter. But that's the only navigation. 99% of Children of the Sun is spent controlling a bullet, not the girl herself. I'll concede her extremely limited movement does feel pretty pointless early on, but later into the roughly 5-hour runtime, it becomes crucial to maneuver to the right firing angle to ensure you'll be able to take everyone down before running out of bullet tricks. Those tricks are thoughtfully rationed out as the levels progress, and include things like using the fuel caps of cars to cause an explosion to kill nearby enemies and give you a bonus chance to redirect your bullet, or the ability to gently steer it by several degrees to strike moving targets. Later still, you'll learn the ability to rapidly accelerate bullets to smash through armor, and to use successful hits of enemy weak spots to bank an on-demand trajectory change in any direction. Adding these new techniques to the overall system keeps things from becoming stagnant, and the way in which Children of the Sun encourages to experiment and combine all these tricks is where it excels most. Need some height? Shoot a bird to gain a better view of the level and a bonus trajectory change while you're at it. Too close to an armored goon? Rack up some weak spot strikes on some standard cultists, send your shot out into the distance, and then refire it in from afar with a little extra sauce on it. C'est exactement ce que je faisais moi avec. There's a scoring system at work within Children of the Sun, and even leaderboards attached to each level to compare your best attempts with both your friends and the rest of the world. Imagine on voit mon nom dans le review, that would be crazy. Type, but killing everyone in a level in a slightly Yo, dans ma première heure de ma vidéo avec le jeu là. Isn't really enough to have me leap. Hein? Ah, ça sonne. Ben, tu veux-tu répondre? Ok, chat, je reviens, donnez-moi 2 secondes. J'imagine que oui, là. Sûrement que... Sorry about that. Belle qui cogne à ma porte pour essayer de me vendre de l'internet alors qu'il m'a appelé il y a 2 jours. Puis je leur ai dit, je suis pas intéressé.
Annoying motherfuckers. Back in to replay all the levels. The layouts of some of the later maps proved complex enough to tempt me back for another few tries, but with the enemies always more or less in the same spot. Puis là, j'ai dit, genre, respectfully, pas intéressé, monsieur, bonne journée. Continuez à me parler, essayez de me vendre le crise de service. Je sais que c'est ça ta job, mais comme, arrête. It's a bit like solving the same crossword puzzle over and over. It's just not significantly satisfying after the first time around. For clarity's sake, one last thing I really ought to add is that when I say bullet, I really mean cartridge. Unfortunately, Children of the Sun commits the cardinal slow-motion sin of showing a bullet in flight as the entire cartridge, with the case and primer still attached. Clearly, the girl went to the Portal Turret School of Ballistics. We fire the whole bullet. That's 65% more bullet per bullet. It's a small goof in the scheme of things, but it's a pretty dorky error, and it's a shame it's made it all the way to the final product. I guess you could potentially mount an argument that the girl's telekinetic powers allow her to move an unfired cartridge through the air like a deadly dart, but it wouldn't really stand up. If that were really the case, why does it come out of the rifle like that? Why would she need a rifle at all? She could just chuck them in the air like Charlie Sheen in Hot Shots 2. Il a vraiment critiqué ça? Ok, dude. Strip essentially everything out of the Sniper Elite series except the bullets, then make the bullets magic and capable of steering, stopping, and speeding up, and you're maybe 4/5 of the way to understanding what Children of the Sun is. Either way, puzzle shooter is probably too broad a term to adequately describe it, which makes it a rare commodity. That is, it's weird and it's different. When they corner 7, bro, 8 out of 10. Before. However, while this slickly packaged and shrewd supernatural sniping game is packed with satisfying spatial problems to solve and shoot, once you've had success on a map, there's 7 out of 10. a great deal to glean from trying it again. It's horrible, IGN! For more recent verdicts, check out our reviews of Pepper Grinder and Open Road. C'est ce que les dumb motherfuckers pensent. 7 sur 10 égale à chier. Bon, vous voyez, il y a plus de critiques qui rentrent. Metacritic average a changé. 82 de moyenne avec 16 critiques de listés maintenant. Lisons certaines d'entre elles, shall we? On a VG247 qui a donné un 5 sur 5, disant It is a genuine pleasure from start to finish, as dark and uncomfortable as it may be. But for every moment that might make you grimace, there is a satisfaction to be found in seeking the girl's revenge and destroying the cult. It's definitely a damn good way to spend 5 to 6 hours of your time. C'est un short experience aussi là. Noisy Pixel on un 9 sur 10. That Children of the Sun is a standout puzzle shooter that successfully blends a dark, revenge-driven narrative with unique gameplay mechanics. Its approach to storytelling through minimalistic but impactful vignettes and the challenging puzzle aspect of its shooter gameplay make it a memorable experience. However, its dark themes and potential for uncomfortable moments mean it's not a game for everyone. Ah, c'est fucké les vignettes là. GameSpot on there 8 sur 10. That Children of the Sun's unconventional approach to sniping is consistently thrilling and wholly satisfying. It might be full of gruesome blood splatter and cracked skulls, but it's also the thinking person's shooter. More of a delightfully macabre puzzle game than anything else. It's admittedly short. Moi je trouve que c'est parfait en termes de durée. And the game's longevity will largely depend on how hard you fall for its inventive and bloody puzzles. That shouldn't be a problem when it's so difficult not to. And even if it's relatively one note, Children of the Sun plays that note with such a morbid aplomb that it's easy to recommend. Let's scroll down further. Let's see. On va terminer avec Game Reactor UK. Qui ont donné un 7 sur 10, disant Of course, you could as always turn it around and praise developer René Rother
for designing a very specific mechanical and structural framework and then wanting to nail the gameplay within it rather than constantly expanding it. This is absolutely true, and for the purpose of leaderboards, there's certainly room for a strong community that wants to complete scenarios as quickly and efficiently as possible. But for those of us who play games once, it's just simple enough, even if what you're actually doing is entertaining. What? What the fuck do you mean? Je comprends pas leur argument. Comme quoi que genre... Ah, nous on est des one and done. Mais justement, c'est un one and done game. De genre 5 heures. Je cache pas. Je cache pas l'argument. Anyway. Moi, je vous recommande Children of the Sun. Out right now, today. Sur PC. Shout out Devolver Digital, là. Des back-to-back, quand même, good games. Pepper Grinder, le Metacritic average, c'était à quoi? 80? What the fuck, le user score? Wait, man, what the fuck are people smoking these days? 6.9? Are you nuts, dude? C'est un genre des meilleurs 2D platformers que j'ai joué in a fucking while. God damn, je viens me chercher ça là. Le monde ne sait pas c'est quoi des bons jeux. Je vais faire jouer à des open world pieces of shit games avec... je vais faire un segue là, mais je peux même pas dire ça de Star Wars Outlaws parce que ça a l'air actually pretty good. Donc, Children of the Sun, check it out today. C'est pour qui dit qu'il coûte genre 19,49 canadiens. Fait que ça là, mon recommendation si vous aimez les short indie games de qualité. Et pour ce qui est des big games qui risquent d'avoir beaucoup de contenu, Star Wars Outlaws va avoir son story trailer dans une vingtaine de minutes, 23 minutes. But we already got the scoop. Venant tout droit de Gematsu avec la date de sortie qui est du 30 août 2024. Donc un late Q3 game, les amis, là, pour commencer l'année scolaire en force. Let's see. Le 30 août dans le calendrier, ça tombe quelle journée exactement? Ça doit être un vendredi, right? Yeah, 30 août. La même journée que Kraven the Hunter au cinéma. Ouh là là. Fait que fin août, on a Black Myth Wukong et on a aussi Star Wars Outlaws. Si on se fie justement au fameux leak. Leak qui a été fait par Ubisoft. Japan! Qui est... I guess que la vidéo a été mise en ligne en avance, ça se peut-tu? Ok, elle a été privatée. Whoopsie. Fait que... on risque d'avoir davantage de détails dans quelques instants. Speaking of which, il va avoir un Rich Edition parce que Ubisoft aime ça, offrir les Gold Ultimate Edition pour ceux qui payent davantage. Là. Donc ça veut dire que les gens qui achètent le Gold or Ultimate Edition avec le Season Pass et whatever extra content qu'ils décident d'ajouter là, vont pouvoir jouer au jeu 3 jours à l'avance. Donc en réalité, c'est le mardi. Fait que le 27, le monde va avoir accès. Fait que si vous êtes un rich fuck out there, là, well, there you go. Mais comme je dis, on risque d'avoir des détails sur ça tout à l'heure, une fois que le trailer drop de manière officielle. Et on va réagir à tout ça dans quelques instants. Mais je déteste Ubisoft, donc je n'achèterai pas Outlaws. C'est mon jeu que j'attends impatiemment. J'adore les open world RPG. Tu l'attends avec impatience, mais tu l'achèteras pas. Damn. That's rough. Entre-temps, regardons d'autres trailers, date de sortie, et game announcements. Shall we? Shall we? Ah, j'avoue ça aussi là pour les gens qui jouent à Destiny là. Il y a un live stream de Destiny 2, The Final Shape, à 12h30. Fait qu'après le Outlaws trailer, you got this to look forward to. Mais je pense pas qu'il y a ben du monde qui joue à Destiny in this community. Fait que let's talk about Fortnite instead. Katara Zuko pardon, et Toph de Avatar c'est Avatar, The Last Airbender. I mean, sur Fortnite aujourd'hui, right? Parce que ça a été posté hier. Let's take a look at the little teaser.
That's crazy. Avatar in Fortnite. Il y a aussi some Coachella skins ou collaborations qui s'en vient sur Fortnite. In an official blog post, Insider Game report, the Fortnite team revealed that a crossover with Coachella 2024 is returning to the game this year. Fortnite Festival's Jam Stage will get a new Coachella theme, including Le Grande Wheel and the Spectra Tower. I have no idea what this is. Horizon and Cosmo outfits will be available starting April 11, donc à partir de jeudi, 8 p.m. Eastern, c'est quand le shop update, si je me trompe pas. Surprisingly, these cosmetics are reactive to music, and they'll also get non-reactive Lego counterparts. They'll also be Interstellar Butterfly. Ok, ça vient de me sonner une cloche. Je suis pas capable de convaincre ma blonde d'écouter Interstellar Chat. Et comme, je regarde la bande-annonce, non, ça a l'air plate. On va dans l'espace. Wouhou, je suis comme, you don't understand! Ce film va changer ta vie! Qu'est-ce que je peux dire à ma blonde pour la convaincre d'écouter Interstellar Chat? Parce que là, we gotta stop with the shitty horror movies. Comme, quel argument? J'ai dit c'est un des premiers films à Timothée Chalamet. Et comme non, I don't care. Genre, mais je peux pas en dire plus sans spoiler, c'est ça l'affaire. Qu'est-ce qu'on peut dire pour écouter les Usual Suspects, Max? Ouais, mais. Parce que moi, j'ai un manque de temps. Elle a pas de manque de temps. C'est ça l'affaire. Temporal fait dire de regarder Interstellar. Hey, j'ai même négocié. J'ai dit, je te masse les pieds si on écoute Interstellar. Didn't work. Didn't work. Elle le filait pas. Fais-lui écouter la musique en boucle sans lui dire que c'est de là que ça vient. Une fois qu'elle est addicted, tu lui dis d'où ça vient. Ouais, le 2D. Ouais, en tout cas, man. Gotta work a strategy. Si vous voyez Bibi dans d'autres Twitch chats là, au travail de la journée, harcelez-la avec Interstellar. Fait que c'est ça. There'll also be Interstellar Butterfly Back Bling, the Coachella Pulse Pickaxe, and the Soft Synth Wrap. New instruments. Non, t'as rien entendu, j'ai rien dit. Didn't say anything. Will include the Mirage Glimmer Guitar and Festival Keys Guitar. These will be available through April 20th. As-tu essayé la carte? C'est meilleur que Inception. Mais il me semble que j'ai dit que c'est le même réalisateur. Puis ça n'a pas intéressé plus qu'il faut. Mais je pense qu'en plus, elle a déjà vu Inception. L'affaire avec Bibi, c'est que elle se souvient plus des films qu'elle écoute. Bribing, ça veut dire... C'est quoi le mot en français de bribing? Pas du chantage? Pot de vin? Ouais, je pense que c'est ça. Yeah. C'est pot de vin. Il faut écouter Interstellar. Comme, come on now. Faut que ça soit un event. Faudrait que... Give me a sub here et je l'écoute à fucking Say No More. Let's go, chat. Let's go. We did it. Woohoo! Alright. Say no more. I'm on it. Say no more. I'm on it. That's what I said. Si t'acceptes d'écouter Interstellar, Max achète des Mr. Puffs. Ouais, ça... Je serais down. Hey, hier, là, elle m'a... Ok. Quand même payé la crème glacée. Ok? Parce que madame voulait qu'on aille à la crèmerie. Puis ça me tentait pas parce que je revenais de travailler. J'ai comme, j'ai pas envie de sortir, là. Je viens de revenir de travailler. On est allé quand même, puis on a payé la crème glacée. Puis étant un basic white boy, j'ai juste pris un cornet, crème molle, vanille, rien de plus. Mais elle a hit le spot, là. La crème en glace. Fait que pour te remercier et pour qu'on puisse écouter Interstellar. There you go. Donc, ben, prix du temps. Man, Twitch qui augmente les prix des subs. Ça fait en sorte que le délai est plus long. Et un massage de pied. Wow.
Un cornet à 20$? Non, non, mais c'est parce qu'on a acheté... on est allé all-in, là. On est allé all-in. Le milkshake, l'explosion. Elle va s'en enlever pendant... Non! On va faire comme moi quand on regarde des films ensemble. Oh là là. Écoute, Arrival à la place, c'est meilleur. Are you nuts? Interstellar, c'est meilleur. On n'en jamais pendant un film. Pour vrai, là, faut qu'on fasse un deal. Genre, si tu trouves le film mauvais, genre... Je t'achète une pizza or something. C'est impossible que tu trouves ça mauvais. C'est le gars qui a fait Inception, The Prestige, la trilogie de Batman. It can't be bad, là. T'sais? Imagine quelqu'un t'aurait bloqué en gift sub à Bibi avant que tu puisses le faire. Non. Ça coûte tellement cher, là, personne ne veut dépenser de l'argent ici. Je veux des bonbons et un massage de pied. Ok, là, ça négocie après. Attends, on va falloir take this negotiation en dehors du stream, là. Ma mère a trouvé ça mauvais Interstellar, mais ta mère a pas de goût blanc, ok? Dis-lui de ma part. Hey, y a un streamer sur internet qui dit que... Oh là là. Sur ce. Coachella dans Fortnite. That's pretty cool. Maintenant, on a une mise à jour à Witchfire que j'ai malheureusement pas essayé last year quand il est sorti en Early Access. On a le Ghost Galleon update qui est maintenant disponible. The astronauts have released Ghost Galleon update for the Early Access version of Dark Fantasy first-person shooter Witchfire, which features a Calamity redesign and new classes, enemies, events, weapons, spells, and more. Ouais, mais c'est ça. Sûrement en fin de semaine, on va écouter ça. Let's go. Fait que, let's take a look at the trailer pour l'update de Witchfire. Yeah, Joe. J'ai mal aux yeux. Why? Why do you think? Ce matin, c'est... La boîte courriel dans le feu. Sur plein de courriels, mais pas de code. J'ai pas vu ben de couverture pour Witchfire en plus. Je sais pas si c'est bon ou c'est... C'est mid. Mais ça a l'air cool. Holy shit, le trailer il lag. Qu'est-ce qui se passe? Tangence pour Witchfire. Might check it out une fois que le 1.0 il sort. Ensuite, Sea of Thieves arrive sur PlayStation 5. Quand exactement? C'est next week? Non, next week c'est Grounded sur PlayStation 5 et Switch. Sea of Thieves c'est le 30 avril.
Fait qu'en prévision de sa sortie sur PlayStation 5, il va y avoir une closed beta qui va se tenir ce week-end. Donc du 12 au 15 avril. Et là, on va pouvoir tester Sea of Thieves sur PlayStation. Faut que tu précommandes le jeu pour avoir accès à la closed beta. Fait que s'il y en a qui veulent essayer Sea of Thieves on PlayStation, well, there you go. Got a pre-order to get access to that closed beta du week-end. Ensuite, on a ce Overcooked inspired, moving out inspired cooperative game Ready, Steady, Ship qui sort le 19 avril. Fait qu'après après le déménagement, là c'est rendu Amazon Simulator. Yeah, pretty much, Pays Grondin. On se demande si les conditions de travail sont bonnes ou pourries dans cet univers-là. Ah, c'est écrit shipping, you know, parce que c'est un jeu justement de shipping. Hey, this streamer's funny, right? Une chance que j'existe, une chance que je suis présent dans votre vie pour ajouter une certaine humour. Next trailer. Skelethrone, The Chronicles of Ericona sort le 7 mai sur Xbox, Switch et PC. Je voulais mettre mes shit en ordre chronologique, mais je viens de fuck up. Fait que... let's take a look at this game. Time stands still. I hear the echo from nowhere. Ooh. Is that Dante? The Devil May Cry? Timeless whirlpool. You might overcome your fate. Je suis comme pas sûr si j'aime le style visuel. Mais là, tu vois, there's something weird about it. On dirait que ça essaie de mimique genre Blasphemous, mais il y a de quoi qui feel off. Mais ça a l'air de cocher comme toutes les cases d'un Metroidvania qui me parlerait, c'est juste que visuellement je suis comme... Ça me cherche pas. Ou ça vient pas me chercher plutôt. C'est même le logo, genre... Ah, yeah, not really. Not really. Bref, ça sort le 7 mai. Il y en a qui cherchent un Metroidvania. Il y en a des potentiellement meilleurs out there sur le marché. C'est le trailer que je voulais linker avant. Ouais, effectivement, ça feel très indie. Très indie là.
On a Horror Point and Click Adventure Game Tales of Candleforth qui sort sur PlayStation, Xbox, Switch et PC le 30 avril. Ouais, mais ça ressemble à, effectivement à Symphony of the Night, mais niveau direction artistique, là, ça feel projet de stagiaire. Là. Regardons le Tales from Candleforth trailer. Oh no, ça a du dialogue à la Animal Crossing. Alors que c'est un point and click game. Tu vois, je m'attendais à une différente vibe avec le nom. La musique match pas trop. Ok. Mais de quoi avec qui feel weird avec ce jeu-là? Pas juste en termes de concept, mais niveau présentation. Prochain trailer. Amber Isle, publié par Team 17, sort sur PC et Switch bientôt. What kind of game is this? Peggy 3. Peggy 3. Un autre genre de Pokémon type game? Paleo Folk. C'est plus peut-être un Animal Crossing type game. Yeah, ça ressemble à un take sur le Animal Crossing genre. Ouais, c'est ça. After frogs and bears, dinosaurs. Ça, c'est l'équivalent de Tom Nook. Yeah, ça a legit l'air de Animal Crossing, mais avec des dinosaures. Animal Crossing at home, yeah. Animal Crossing avec peut-être un peu moins de budget. Après ça, on a Dice Folk qui est paru plus tôt cette année. J'ai le jeu sur Steam. Je ne l'ai pas encore boot up, sadly, par manque de temps. Fait que ça s'en vient sur Switch. C'est un turn-based dice game. Turn-based RPG avec des dés. Man, les reviews ils sont glowing. Fait que ça s'en vient bientôt sur Switch. Alright les amis, midi. You know what time it is. Star Wars Outlaws trailer. Oh, right on the money les amis. Let's fucking go. Let's react to this. Est-ce qu'on a du son? Faut que ça nous casse les oreilles. Can we get some hype in chat pour Star Wars Outlaws? En fait, y en a-tu des gens qui sont hype pour Star Wars Outlaws? Ça devrait plus être ça la question.
Écrivez 1 si vous l'êtes. Game's gonna rock. Network, même s'il dit qu'il achètera pas le jeu. Temporal, yeah, avec le shake my head. Yeah, we're excited for a Ubisoft game. Et Relec aussi est excité. Yeah, moi, c'est un de mes titres les plus anticipés. Ouais, pourquoi c'est muté? What the fuck? Cautiously One, yeah, je pense. Hey! Stop! Merci. Jamais care about Star Wars, really? Each of you represents some of the Why the most fuck? powerful criminal. Hang on. Pourquoi les closed captions sont genre en arabe? Le truc marche pas là. Okay, we back. Each of you represents some of the most powerful criminal organizations in the galaxy. Pikes, Crimson Dawn, Huts. It's a golden age for the underworld. The Empire controls every corner of the galaxy, but they're distracted by a rebellion that won't quit. It's an opportunity to make millions. Kay Vess, the underworld's favorite new scoundrel. We meet at last. What do you want? Zarek Besh. They're new, rich, and lethal. You crossed their boss Sliro, and now he wants you gone. Rob his fortune and buy your freedom. This job, it's a death wish. Yo, that was Han Solo! Out here, you live and die by your reputation. You want to survive? Know the players. You're new to this world. What's your problem? Come back when you're not. Jabba, right? That's Jabba the Hutt! Anything? I got a whole crew surrounding the... Okay, we're skipping that part. For about as long as I can remember, it's just been me and Nix. Doing what we have to survive. This job is my one shot at freedom. But if we're gonna pull this off, we need the right crew. Okay. And the right ship. Yes. Hang on. I hire you because you are one of the best hunters in the Outer Rim. She's more connected than you let on, Sliro. Vess is mixed up in something bigger. The Outer Rim is a dangerous place. Everyone is fighting for their piece of the galaxy. But all I want is to live free. So I'm gonna risk it all. Okay. Hold on, Nick! Star Wars Outlaws pre-order available now. Dude, ça a l'air d'un cross-up en genre Uncharted meets Star Wars slash stealth game. It's pretty cool, man. Uncharted Wars. On regarde là. Any more details? Fait que là on a la date de sortie de confirmée. 30 août pour Star Wars Outlaws. La galaxie regorge d'opportunités pour qui est prêt à prendre des risques. Une histoire de hors-la-loi originale qui semble clairement être genre female Han Solo là, avec son attitude. Ok, Season Pass. Ça donne quoi exactement? Prolongez votre périple galactique avec le pass saisonnier. Débloquez 2 extensions narratives à venir après la sortie du jeu. Ok? Avec du story DLC. Une mission exclusive avec Jabba disponible dès le jour de la sortie et des éléments esthétiques supplémentaires pour Kay et Nix. They made Han Solo woke. Oh my god. T'es vrai, dis pas ça. Éléments disponibles en précommande avec l'édition Gold ou Ultimate ou avec Ubisoft Plus Premium.
Fait que là, comme on a dit, 3 jours d'accès anticipé. 2 DLC, mission avec Jabba the Hutt. Ben là! Ben là! Man! Littéralement Han Solo's outfit, come on now. Aussi un... Avec panache dans l'espace comme sur la terre ferme avec le pack bonus raid de Kessel qui contient un ensemble d'éléments esthétiques. Je vais clairement entendre le rabais Ubisoft, pas que ça a l'air mauvais là, ça a l'air good. Voyons mon... J'ai genre 10 notifications en même temps, that was weird. Normalement ça faisait genre tching tching tching. Yeah, avec le 30 août. Pre-order bonuses, 3-day early access, rich edition. That looks good, man. J'ai hâte d'en voir plus. J'ai hâte d'avoir du gameplay. Parce que là, c'était story focus, right? On le savait déjà d'avance qu'on n'allait pas avoir ben de gameplay. Mais... Yeah, man. That looks good. Uncharted meets Star Wars meets genre un peu de Splinter Cell là-dedans. C'est un current gen only game. Fait que ça va être intéressant de voir niveau framerate et résolution. Ça ressemble à quoi? Parce que du trailer, le vide de même, ça avait pas l'air. Ça avait l'air d'un your typical Ubisoft game. Là. Je sais pas c'est quoi le engine. Peut-être qu'on peut le trouver. Là. Star Wars Outlaws. Puis c'est massive. Fait que c'est sûrement le même engine que The Division. C'est Snowdrop. Yeah, exact. Fait que ça a l'air de your Ubisoft game. Fait que d'après moi, on devrait être good sur le 60 FPS à ce niveau-là. But you never know in this day and age. You never know. You never know, Twitch chat. Fait que yeah. Star Wars Outlaws, le 30 août. Expect some coverage ici même lors de la VIICTIIMINUTE. Une fois le jeu sort, mais aussi Ubisoft Forward, on risque d'avoir justement le fameux gameplay là, que je demande là, pour ce jeu-là. Fait que yeah. Go ahead and pre-order. Pre-orders are live right now. Next. J'ai tout ça mon timestamp. There you go. Next, nous avons le Ermac gameplay trailer pour Mortal Kombat 1. C'est Ubisoft Hope qui fasse pas comme... C'est Ubisoft Hope qui fasse pas comme Skull and Bones. Ça m'étonnerait bien gros là. Parce que c'est un narrative game. Pas un service game. Je pense que c'est Star Wars aussi. C'est une franchise déjà établie. Fait que ça l'aide en maudit là. Mais yeah. Je pense que Ubisoft veut effacer Skull and Bones de leur histoire. Let's take a look at the Ermac gameplay trailer now. On sait ici quand il sort Ermac? You have shamed the souls of your ancestors. Which of my ungrateful kin are within you? C'est un Mac Burger? Non! C'est un personnage de Mortal Kombat, dude. C'est un classic character. Ah, Cody Rhodes DLC. Imagine. You might be many, but I am the one. You are not even Earthrealm. Crowd is here, about to blow. And the color lights go up, I'm home. Wow! Est-ce qu'elle est excellente cette tune là? Bon, ça m'a hypé tantôt quand je t'en ai couru. You've changed since we first met. We believe for the better. Il manque juste les fireworks, man.
Yeah, mais c'est ça, j'ai vu, man. Raw, Monday Night Raw s'en vient à Montréal. Genre next week, je pense, ouais. Billet en avant 1400 plus taxes. C'est où? Au Centre Bell? What the? Wait, attends. Let me back this shit up. What is this fatality? Il y a juste... Oh! You reposition the limbs! 16 avril? Fait que c'est quoi, next week? Yeah, mardi prochain. Ah, c'était moins impressionnant ça. Je suis déjà allé, c'était pas cher de même. Ouais, mais en avant, il parle. Je sais pas, ailleurs, ça coûte combien? Ça doit pas être tant cher que ça, vu que c'est juste... c'est juste Monday Night Raw. Fait que un Mac DLC next week pour Mortal Kombat 1. Bon, là, c'est le temps que je commence à bouffer mes Takis Fuego. Ouh. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé des Takis. Mais je me trompe tout le temps. Les Takis, c'est les chips, right? Je me trompe entre ça et les taquitos. Demandez-vous pas pourquoi. Mais je me trompe tout le temps. Ouais, mais c'est rendu débile aussi en avant. C'est plus juste un billet, c'est un WWE Experience avec un meet and greet et une chaise commémorative. Genre, ah, ok. Ouais, je peux comprendre, là. C'est ça, c'est les genres de chips, là. Yeah. Après, on a l'annonce pour Runa, un JRPG inspired turn-based fantasy RPG qui sort sur PC. Il va y avoir un Kickstarter campaign le 16 avril, and we got the little announcement trailer for this Japanese game. Is this Xenoblade Chronicles? Je viens de regarder avec le chandail vert fluo et la casquette brune, il y a une petite collection de chaises de malade. C'est-tu comme un recurring character, ça? In WWE lore? C'est quoi WWE régulièrement le 2 toujours à la front row? Ah ouais, ok. Je ne connais pas ce personnage. Je suis un new fan, Pig Lonely. Il est tout le temps là. Genre de dos, on dirait Shulk, man. Coming to par une console Kickstarter, les amis. Got a fun dark game. Fait que s'il y en a qui veulent l'encourager, ça va être next week, ça avec la campagne Kickstarter. On a 63 Days qui a été annoncé pour PlayStation, Xbox et PC. C'est un World War II real-time strategy game. Take a look at this. Je kickstart plus jamais un jeu vidéo. J'ai juste eu des expériences décevantes. Ah ouais. Damn. It's been about a week now, and the odds have turned. Warsaw is slowly turning into ruins, as the Germans are fighting hard, with everything they have to stop the uprising. Really? Hang on, Nico vient de linker ça là. That's... Oh
Oh my god, dude. This is video games now. Oh, préservation du marché physique. Dude, t'achètes le jeu physique, t'as quand même besoin d'installer de quoi, là. Genre, ton CD, c'est littéralement une licence. Maintenant, là. Et là là. Même pas surpris, ça vient que... T'achètes la bombe, juste avec un code, y'a rien dedans. Oh my goodness. Ça, c'est Elba Beans en maudit, ouais. Fait que t'as acheté une belle pochette. Yeah, pretty much. Pretty much. Need to move quietly, in the shadows and out of sight of their soldiers. Pour les gens qui achètent des jeux Switch physiques, c'est déjà, vous êtes déjà habitués, right? Oui, j'ai reçu Fortnite, True Story. Déjà quelqu'un qui a callé ça à ma job. J'ai reçu Fortnite en CD. Ah, pas en CD, mais en physique. Il n'y avait pas de cartouche dedans. Ah, pour vrai? C'est ce qu'on appelle se faire scam. Tu payes pour une boîte avec rien dedans que juste des V-Bucks. We need to finish what we've started. Every day counts, but I'm not sure how many we have left. Ce jeu-là me parlait pas bien, j'ai pas porté attention. 63 Days. Et le dernier trailer pour aujourd'hui. En fait, c'est pas un trailer, c'est plus un PSA. Rugrats Adventures in Gameland. Il y a une démo qui est disponible sur Steam. Donc ça, c'est un remake du old ass game là, qui est prévu pour une sortie cette année. Je sais que Kinda Funny l'ont comme showcase là. Ben il y a le old school 8-bit platformer de Rugrats, comme vous pouvez voir là. Fait que c'est littéralement un remaster modern avec des beaux graphiques. Il y a une démo qui est comme Shadow Drop sur Steam si ça vous intéresse. Je l'ai downloadé, j'ai pas eu le temps de check out. Might never actually. Non, c'est pas un Metroidvania. Je pense que quand ce jeu est sorti, le concept de Metroidvania n'était pas encore établi. Là. Il est sorti en quelle année? Les OG release. Sorti sur NES. Donc. This demo is lacking. Ça a été publié quand ça? 6 février. Il y avait une démo pour le Steam Next Fest. J'ai pas vu ça passer. 90s Nickelodeon franchise. Peut-être trouver l'année originale. Ça doit être mid-90s or something là, dans le pic de Rugrats. C'est que j'aimais pas ça, Rugrats là. Il y a genre pas reboot là, mais new gen. Puis en tout cas. J'ai jamais vraiment parlé Rugrats. La tune est hype though. Le intro song de Rugrats. Hype. The actual show de Rugrats ne l'est pas. Et on se demande aussi si Fallout va être hype pour sa sortie de vendredi. Ou devrais-je dire, Twitch chat, sa sortie de mercredi. Parce que là, in a weird turn of events, Amazon a décidé. The boy who lives has come to die, oui. Amazon a décidé de devancer la date de sortie de Fallout sur Prime, mais pas juste ça. L'entièreté de la saison 1 va être disponible mercredi à 21h, heure du Québec. C'est crazy. Big W de la part de Prime. Je sais pas qu'est-ce qui a poussé ce changement-là. Là. Comme, oui, il y a plein de films qui sortent, mais il n'y a rien vraiment de compétitif dans le streaming space. Fait qu'à partir de demain soir, Fallout va être disponible sur Prime Video. Donc Variety rapporte Fallout is stepping out of the vault earlier than originally planned. C'est pas la première fois que un streaming series décide de devancer sa premiere date, right? Il me semble Echo aussi ont changé comme de date dernière minute. Pas mal les shows de Disney Plus là.
Je sais pas qu'est-ce qui influence ces décisions-là, mais bref, ça a déjà arrivé dans le passé. Donc, Prime Video has announced that Fallout, adapted from the retro-futuristic video game franchise of the same name, will premiere all 8 episodes on April 10th at 6 p.m. Pacific. There you go. J'ai littéralement répondu à ta question, Block. All 8 episodes demain, 21h. Fait que the special release includes a live global fan premiere of the episode where viewers worldwide can choose their faction and interact with other fans via a live chat function. For the official logline follows the story of haves and have-nots in a world in which there's almost nothing left to have. 200 years after the apocalypse, the gentle denizens of luxury fallout shelters are forced to return to the eradicated hellscape their ancestors left behind, and are shocked to discover an incredibly complex, gleefully weird, and highly violent universe waiting for them. Ok, demain matin, je vous donne ma review de la série. Vendredi, ouais. Tu vas clencher ça, là, tu vas binge-watch tout ça. This is the second update Prime Video has made to the series release. Strategy Fallout was set to drop all 8 episodes on April 11th, one day earlier than its original April 12th premiere. Ah ouais, ça avait changé? Voyons, Est-ce qu'est-ce que... Je comprends pas qu'est-ce qui influence ça, là. C'est comme, moi, je track toutes les dates de sortie. Tu peux pas changer ça comme dernière minute, là. Bref, je l'ai modifié dans le calendrier, mais c'est ça. Le changement de dernière minute, là, moi, je suis un gars structuré dans la vie, là, j'ai ça. J'aime pas ça. Parce que là, moi, je fais mon planning de la semaine. Là, c'est qu'il va falloir que j'écoute Fallout demain. Moi, je m'attendais à écouter ça ce week-end, là. Avec Interstellar. Je sais pas si je vais binge-watch. Je vais définitivement give it a shot, mais est-ce que je vais écouter la série au complet? Est-ce que je vais binge? Je ne sais pas. Je suis pas nécessairement le... En fait, je suis pas un fan de Fallout. Les jeux ne m'ont jamais vraiment parlé. Comme pas mal de Bethesda RPG. Fait que, on verra. On verra. Dans des nouvelles d'adaptation live action de jeux auxquels je ne m'attendais pas, Dredge hit indie the last year, va avoir un live action movie venant de Story Kitchen. As first reported by Variety, smash indie hit Dredge will officially get a live action movie adaptation with production company Story Kitchen attached. Story Kitchen is partnering with Dredge original developer Black Salt Games for the adaptation. Today's report also reveals a logline for the film, describing it as the sixth sense on the water. It adds that the approach will be a grounded, atmospheric cosmic horror blend of H.P. Lovecraft and Ernest Hemingway. Pour ceux qui ont joué à Dredge, il y a comme tout l'aspect horreur, kind of, quand il fait nuit, right? C'est ça le whole concept derrière le jeu. Donc, yeah. Sure, I guess. Il y a beaucoup de films, genre Watch Dogs qui est annoncé dernièrement, le film des Sims. Là, ça dit... Story Kitchen creatives have worked on other video game adaptations before, including the live-action Sonic the Hedgehog series. Founder Dimitri M. Johnson also contributed to Netflix's upcoming animated series Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. Fait qu'on verra ça donne quoi, ce live-action adaptation de Dredge. On a l'annonce officielle du casting pour le film Bruce Springsteen, The Road to Nowhere, qui raconte l'histoire de Bruce Springsteen qui fait son album Nebraska. C'est lequel ça, Nebraska? Quel hit a dans Nebraska? Nebraska, Bruce Springsteen. C'est-tu est-tu genre Born in the USA? Sixth studio album? Track list. Atlantic City. Johnny Nana, Highway Patrolman. Sûrement des tunes que j'ai déjà entendues, mais le titre me dit absolument rien. Open All Night. Bref. Jeremy Allen White. He's on a run right now.
c'est lui qui va incarner Bruce Springsteen. On avait rapporté comme quoi que il était en pourparlers. Là, c'est maintenant officiel. Donc, yeah. Un biopic mettant en vedette le gars de The Bear. C'est que j'ai hâte à The Bear Season 3 là. Ah! Peak Television incoming, les amis. On a quelques trailers pour wrap up today's show. On commence avec Greg Berlanti's Fly Me to the Moon. Channing Tatum et Scarlett Johansson. Ça sort le 12 juillet au cinéma. Give me go for launch. 4, 3, 2, 1. Hey, Joe. Evening, Cole. Miss, you're on fire. Very original. No, I do not want to stop, drop, and roll with you. No, your book is on fire. Oh my God. Alcohol and flames, they like each other. Cole Davis. Kelly Jones. Public support for the moon mission is rock bottom. Every day. Woody Harrelson dans ce film-là aussi. And we're dead. Again. Yeah, we're blowing up. The space program is a bloated mess. See, boy. I need a marketing specialist, and you are the very best. Excuse me? What are you doing here? I tracked you down because I felt we had a connection. What? I'm joking. I work here now to sell the movie. NASA's not something that you sell with a jingle and a slogan. When I'm done, those men are going to be bigger than the Beatles. Who is that? For me, this is very personal. He's got my name. You told me that your guys don't do interviews, so I had to hire new guys. I'm here for the casting. Who's he? You're a juicy part. 60 missions in Korea. I flew 52 missions in Korea. I flew 52 missions in Korea. How's that? What? The whole world will be watching. We can't afford to lose to the Russians. We need to shoot the backup version of the moon landing. You mean to fake it? No one can ever know what we're doing. I cannot accept that. They will shoot you. What is my budget? Oh, boy. I know a lot more about the moon. C'est quoi? Si il avait pas réussi le moon landing, il y avait un backup footage, genre. If you fake this mission, every single thing that we have sacrificed will have been for nothing. You know you couldn't have made it to this day Je sais without pas si c'est basé sur une histoire vraie, là. 4, 3, 2, 1. My Armstrong is a whiny little bitch. We have to recast. I think we should have gotten Kubrick. Yeah. Looks pretty meh to me. Ça par exemple. Ouh! Man, pourquoi le trailer drop tard de même? Full trailer pour Joker 2, les amis, sort ce soir 21h30. Malheureusement, on pourra pas react à tout ça demain, parce que demain je stream pas. On a notre first teaser. On va Joaquin Phoenix qui pleure, rit, je sais pas trop. Oh, this is acting, chat. Some good acting. Damn. Ça reprend aussi, on dirait que ça reprend le visuel de Batman de Matt Reeves. This is gonna be good. Oh yeah, I do believe in Todd Phillips, le réalisateur. Alright, dernier trailer. I have no idea what this is. Ça a l'air buzzé tight. Smiling Friends sur Adult Swim, Season 2. Oops. Take us away. Ça sort le 12 mai sur Adult Swim. Oh, wow. Oh, you almost got the ham then. That was a close one. Yeah, that was close. What I want. Oh, I forgot about that alarm. Yeah, me too. We don't really hear it that often, do we? What I want, you got.
Checkez les visuels, c'est genre glitchy là. N64 ass looking character. I just got a really exciting job for y'all. What kind of scientist lives in a tunnel, dude? Greetings! I am Professor Psychotic! You dipshits don't have a flat screen. I ought to knock your block off, you little freak. What? Oh my god. Pussy. Qu'est-ce que c'est ça? I'm just not interested in getting involved in politics, okay? Sorry. Hey, boys, guess who just got a call to make the president smile? What the fuck? See ya, boys. God, he's funny, man. Wow, the boss is the funniest guy that I know. I think I can say, you know what I mean? I think you should do stand-up. You know what I'm saying? Probably not like, stand-up, but no, he is funny. Yeah. Try to stand-up. Ok! On aurait dit un personnage de Rayman 64. J'ai jamais entendu parler de Smiling Friends, but that looks weird. That looks weird. Mesdames et messieurs, c'est ce qui complète la VIICTIIMINUTE d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Finalement, je disais que ça allait être une short ou une mid-term, mid-length plutôt. VIICTIIMINUTE, finalement, on a fait notre 3 hours. Full 3 hours avec toutes les news stories aujourd'hui. C'est actually good comme show, mais ça a l'air bizarre. Là. Je ne questionne pas la qualité, ça a juste l'air weird. Comme beaucoup des shows sur Adult Swim. Rappelle que demain, il n'y a pas de stream, il n'y a pas de VIICTIIMINUTE, il n'y a pas de diffusion. Je suis en contrat d'update de PC. Donc, potentiellement mon retour jeudi. Mais encore là, ça se peut que ça soit pas le cas. Parce que si j'ai pas fini demain le contrat, je suis censé retourner à moins que ça ait changé. Jeudi. Fait que potentiellement la prochaine fois qu'on se revoit, c'est vendredi pour Yellow Taxi Goes Room. Fait que j'espère que vous allez survivre. I mean, vous avez survécu une semaine sans your boy. You'll be able to survive 2 days or 1 day. C'est sûr que demain je suis pas là. Par exemple, j'ai de la couverture demain sur YouTube d'un new release. Si ça vous intéresse, check it out. Right? J'avais oublié ma commande, c'est coverage. Yeah, Yellow Taxi Goes Room est out right now, 20$. It's a good game. On complète le 100% vendredi. Et t'es sûr que c'est demain le contrat là? Oui, je l'ai décrit dans mon fucking calendrier. En plus, c'est la paye demain. Fait que tout est bien timé. Ok? Your boy's gonna get that shmoney in the bank. Fantastique. Fait que, sur ce, je rappelle que la VIICTIIMINUTE est disponible en audio podcast, rediffusion vidéo, tout le kit. Hier, ça a été compliqué, là, la rediff vidéo, puisque je me suis fait taken down par le WWE. J'ai dû modifier les timestamps. En tout cas, bref. The things I do pour qu'il y ait des registres des épisodes de la VIICTIIMINUTE. La seule raison que je l'ai pas bail, c'est faut que je recheck mes finances. Ouais, Mister que son Steam account vaut genre des milliers de dollars, là. Chill un peu. Right? Fait que, yeah, on se revoit peut-être jeudi. Sinon, ça va aller à vendredi. Guys, gotta get that bag. Que voulez-vous? Taken down by the final boss. Can you smell? Ok, j'arrête. J'ai écouté trop de clips de wrestling. Bye! Bonne journée! On se voit bientôt. I don't know when, but c'est ça. Peace!